Donc bonjour à tous, est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Écoutez, merci de prendre place, de vous installer. Les organisateurs ont eu la gentillesse de ne pas prévoir de pause, donc vous faites du 9h-13h, ce qui est un peu dur. C'est la rentrée scolaire aussi pour vous, et voilà, mais je pense que c'était un peu compliqué de prévoir un café au milieu, parce qu'on sait que quand on s'arrête 10 minutes, généralement on s'arrête 45 minutes, donc voilà, ce sera studieux jusqu'au bout. L'idée de cette table ronde, c'est aussi de pouvoir vous donner la parole. Alors vous avez commencé à la prendre dans la précédente. Moi j'aimerais bien que vous puissiez réagir. Alors chaque fois que je fais une intervention, j'invite la salle à se lever, à prendre le micro à n'importe quel moment pour réagir. Jusqu'à maintenant ça n'a jamais marché. Donc je désespère pas une fois dans ma vie d'avoir quelqu'un qui va se lever, qui va dire écoutez, donnez-moi un micro, je suis pas d'accord, ou je voudrais réagir. Donc voilà, si l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous a cette envie, ça me ferait un grand plaisir. Donc l'idée c'est que ça puisse être interactif, donc vous aurez évidemment la parole à la fin. Si vous voulez la prendre pendant les interventions, sentez-vous libre. L'idée c'est que vous repartiez satisfait avec des réponses à vos questions et que vous vous assoupissiez pas, merci, pardon, c'est pas chouette. Donc pendant une bonne heure et demie, on a parlé d'entreprise Providence. Ce qui me semble pas très facile, c'est que l'entreprise Providence, dans un contexte de crise très aiguë, c'est pas très facile à mettre en place. Et c'est d'autant moins facile à mettre en place que l'économie a beaucoup bougé au cours de ces dernières années. Le monde je sais pas si on peut dire le monde s'est mondialisé, parce que c'est un peu ridicule comme expression, mais l'économie s'est mondialisée, la concurrence est exacerbée, les technologies évoluent de plus en plus vite, et le droit du travail et le contexte juridique dans lequel les entreprises évoluent avec leurs salariés, lui, reste assez immuable. Donc c'est de ce sujet-là qu'on va essayer de débattre ici ce matin, avec donc à côté de moi, donc sur ma gauche, Emmanuel Barbara qui travaille chez Auguste et Debouzy, qui est associé, qui s'occupe du département social du cabinet. Sur sa gauche et sur ma gauche aussi, Étienne Vasmer qui est économiste du travail, qui est chercheur à Sciences Po et qui a produit au printemps de mémoire une note pour l'Institut Montaigne sur l'insatisfaction des salariés au travail et les moyens d'essayer de sortir de cette insatisfaction, de la dépasser. Et puis sur ma droite, Loïc Mahé, qui est DRH Group de Thales, grosse entreprise que je vous ne présente pas, qui a cette particularité de mener depuis de nombreuses années des restructurations assez régulières, et qui donc est confrontée à un droit du travail et une législation sociale particulièrement compliquée quand on essaie d'évoluer dans un monde qui lui bouge. Voilà, j'ai déjà trop parlé, je vais tout de suite donner la parole à Emmanuel Barbara. Vous m'aviez dit, quand on a préparé cette intervention, cette table ronde, vous m'aviez dit, voilà, tout bouge, sauf le droit du travail qui, lui, reste assez immuable. Est-ce que vous pourriez nous préciser, avec votre regard d'expert du champ social en tant qu'avocate, qu'est-ce que vous constatez et quels sont quel est ce contexte dans lequel on évolue aujourd'hui? Bien, très bien, merci beaucoup. Je suis en effet avocat spécialiste en droit du travail et aux côtés des entreprises. Donc c'est quand même déjà le mauvais rôle, pour commencer. Deuxièmement, j'entends ce matin, parce que le débat est éminemment intéressant et éminemment prospectif, jouer le rôle de l'iconoclaste. En d'autres termes, vous n'aurez pas un cours de droit du travail et vous devriez être content. En revanche, un certain nombre de réflexions doivent en effet entourer la marche et le mouvement qui nous a été largement décrit tout à l'heure, et éminemment, j'allais dire, réel, qui correspond à une réalité, et de se poser cette question de cette réalité actuelle ou future à l'aune de ce qu'est la législation du travail. Et la question qu'on peut se poser comme ça pour commencer, c'est qu'est-ce que peut pour vous le Code du travail? Le Code du travail obèse. Réponse, rien. Et pas grand-chose, parce que il faut prendre probablement une approche un peu historique pour se dire que nous vivons un moment de rupture. Et c'est la raison pour laquelle, moi également, en tant que juriste, je pense que le modèle social bâti après la Seconde Guerre mondiale, et qui prend en considération, dans le fond, le modèle soit de la fonction publique décliné dans la grande entreprise, et en fait c'est le modèle unique qui a été, j'allais dire, le modèle principal, et qui a donné lieu à des renvois à des conventions collectives. Ce modèle se décline de la manière suivante. Il se décline avec l'idée selon laquelle j'ai un emploi à l'issue de mes études initiales, et cet emploi, je le conserve jusqu'à la retraite, dans la même entreprise.
Et c'est cette notion d'ancienneté et d'avantage acquis qui est, j'allais dire, qui sont les deux mamelles du Code du travail. Et posez-vous la question, telle une image d'Épinal, si je puis dire, quand vous pensez à un emploi pour votre enfant, vous pensez pareil, c'est-à-dire vous pensez à cette carrière éternelle dans la même entreprise, sur la base d'un CDI, pour l'éternité et le plus longtemps possible, sans prendre en considération ce que vous disiez à l'instant et qui est vraiment prégnant, on vient d'en parler 1h30, c'est-à-dire que le monde a changé. Le monde est rapide, les nouvelles technologies ont envahi notre univers, l'information est instantanée, l'adaptation aux entreprises intellectuellement doit être également instantanée puisque ce sont les entreprises qui produisent les fameuses, entre autres, nouvelles technologies ou nouveaux services qu'on ne connaissait pas il y a seulement 20 ans. Et que dans ce monde-là, dans cette acception-là du monde, eh bien nous, on a toujours cette idée selon laquelle on a un emploi pour l'éternité. Or, nous devons constater, et c'est de cela que nous parlerons beaucoup dans le cadre de cette deuxième table ronde, c'est le problème invraisemblable français, qui est typiquement français, j'ai bien vérifié, j'ai fait le tour des études, qui est un niveau de protection de droit du travail très élevé et une anxiété qui dépasse tous les compteurs. Nous sommes les champions du monde avec les Portugais de l'anxiété au travail. Et quelle est la question? C'est je crains pour mon avenir, je crains pour le travail, pour mon avenir professionnel, alors que, premièrement, 85% des emplois sont pourvus en CDI, d'une part, que d'autre part, les plans sociaux étaient encore, jusqu'en 2009, égaux à 3% des ruptures de contrat de travail, et que donc, et que par ailleurs, on connaît par cœur le Code du travail, qui, encore une fois, comme je le disais affectueusement, est obèse. Et ce, à l'égard avec l'idée de protéger le salarié. Donc ça, c'est le premier point. Et pourtant, nous sommes très inquiets. Ça a été mis en exergue par le baromètre de la CFDT fin 2011, auprès de 13 000 salariés et fonctionnaires. 90% étaient donc dans un CDI, les autres ne l'étaient pas. Et 47% d'entre eux ont dit s'inquiéter pour l'avenir, pendant que 56% d'entre eux disaient toutefois qu'ils aimeraient bien avoir une autre activité avant leur retraite. Donc, on est dans ce paradoxe. Et le paradoxe est comment peut-on être inquiet de l'avenir alors qu'on est très protégé et en même temps, j'allais dire, très, très protégé. Eh bien, ce paradoxe se comprend de la manière suivante, c'est que la projection et la représentation que nous avons de retrouver un autre emploi, si nous le perdons, est extrêmement compliquée, et on a raison, parce que les entreprises embauchent en CDD. Et pourquoi elles embauchent en CDD? Parce que la protection de la législation pour les emplois dits stables est telle que pour se défaire d'un salarié stable, c'est l'enfer. On parle entre nous, hein, donc je ne vais pas prendre... Oui, il n'y a personne dans la salle qui répétera à l'extérieur les propos que vous tenez. Voilà, donc l'idée, donc vraiment, c'est de se trouver dans ce paradoxe-là. Et c'est en cela qu'il est intéressant de se dire, d'un point de vue juridique, c'est comment peut-on apaiser l'anxiété des Français alors que les lois foisonnantes en matière de droit du travail et de protection à cet effet, ceux depuis par exemple l'an 2000, donc je ne remonte même pas depuis 1804, hein, depuis l'an 2000, n'apaisent en aucune manière, aucunement l'anxiété des Français. C'est donc peut-être que le fameux modèle a donc expiré, premier élément. Donc ça, c'est pour corroborer ce qu'on a dit tout à l'heure, mais sous un autre angle. Et deuxième angle, eh ben, c'est qu'on ne sait pas le remplacer, du point de vue juridique. Mais c'est de cela dont on va débattre. Alors Loïc Mahé, je voudrais vous faire réagir à deux mots forts, même peut-être trois mots forts de Madame Barbara. Elle a parlé d'ancienneté, d'avantages acquis, qui sont les deux mamelles pour le salarié voilà, en matière de droit du travail. Alors, est-ce que vous partagez l'analyse? Est-ce que Thales est cette entreprise nourricière qui fournit ancienneté, avantages acquis à ses salariés? Est-ce que vous avez ce sentiment aussi qu'une fois qu'on est chez Thales, on cherche de l'ancienneté, des avantages acquis et qu'on se nourrit à ces deux mamelles? Oui, avant de répondre à votre question, vu, je dirais, d'une pratique d'entreprise, hein, un petit détail, j'étais DRH du groupe jusqu'à la semaine dernière, mais c'est un détail, mais j'ai passé 20 ans dans cette entreprise, donc je peux témoigner sur l'expérience et à la fois les difficultés, les atouts que représente une grande entreprise comme Thales face à ces difficultés. Alors, elles sont réelles, ces difficultés. Il est évident, mais on ne va pas, je pense, trop gloser sur le sujet, parce qu'on sait que notre code du travail est volumineux, il est complexe. Remarquez qu'il est plus petit que le code général des impôts, hein, donc c'est quand même déjà un avantage, mais il est quand même difficile effectivement à manier. À une époque, Denis Kessler disait que le code du travail grossissait aussi vite que lui, et il le disait avec beaucoup d'humour. Mais... Bon, enfin, je ne le dirais pas pour moi, mais cela dit, je pense que le code du travail est un des aspects du sujet,
il faudra élargir le débat, je pense, à une approche globale des relations sociales dans l'entreprise, de la pratique du droit social, du droit du travail vivant, sans paraphraser d'autres juristes, et aussi du rôle du juge et la jurisprudence, car ma préoccupation aujourd'hui de praticien, elle est plus souvent dans la relation qu'on va avoir avec les magistrats, et souvent les magistrats des plus hautes juridictions, qui vont créer des jurisprudences et qui vont nous entraîner sur des terrains quelquefois étonnants au regard de la lecture qu'on pourrait avoir du Code du travail. Donc je dirais qu'il y a le Code du travail, c'est une chose, mais il y a aussi comment on le fait vivre, comment on le pratique, et comment l'ensemble des institutions en France l'intègrent. Alors il est certain que c'est un paradoxe, moi, que je vois dans mon entreprise. J'ai un service juridique de droit social très bien organisé, de très grande qualité, très sécurisant pour moi. Et en même temps, je sais que ce n'est pas uniquement en fondant notre action de politique sociale, notre gestion des ressources humaines, sur les recettes ou les recommandations de cette direction juridique que je vais bâtir une entreprise qui va se construire dans la durée, qui va maintenir de la cohésion et qui va développer une efficacité commerciale, je dirais, une efficacité pour notre client, qui est le but final de l'entreprise. Donc, c'est un paradoxe. On est amené, et c'est plus particulièrement vrai en France, je souscris à ce que vous disiez parce que j'ai beaucoup de pays en interface dans un groupe comme Thales, et il est vrai que nous avons une spécificité de ce point de vue-là, mais il faut élargir l'approche, je dirais, et voir comment on pratique ce code dans une approche globale de politique sociale. Alors, je pense qu'on y reviendra. Bien sûr. Et Étienne Wasmer, vous qui avez travaillé donc, pour l'Institut Montaigne sur cette question de l'insatisfaction au travail, je voudrais que vous réagissiez à ce que disait Madame Barbara sur cette espèce de paradoxe entre à la fois un code du travail très protecteur et des salariés qui se sentent infiniment peu protégés. Ce paradoxe français, vous l'avez exploré, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Oui, il y a pas mal de paradoxes, effectivement, qui sont intéressants à souligner. Ce qui a été dit est vrai. Quand on regarde les données de stress en comparaison internationale, on s'aperçoit qu'effectivement, la France est une espèce d'exception en termes de ressenti du stress. Alors, il faut toujours se méfier des comparaisons internationales parce qu'en plus, avec les problèmes de langue, la traduction du mot stress dans les différentes langues de l'Union européenne ou des pays des enquêtes qui sont en jeu sont forcément difficiles, et donc il faut regarder ça de façon approfondie. Et il y a pas mal de choses qu'on peut faire pour rendre les indicateurs un peu plus objectifs. Notamment, il y a une des questions qui est posée, c'est est-ce que votre travail joue sur votre santé, et si oui, quelles sont les différentes possibilités. Notamment, il y a le stress. Et là, déjà jouer sur la santé, c'est déjà un élément un peu plus objectif qui corrobore par ailleurs tout ce qu'on sait sur les dépenses de santé, les psychotropes, etc. Je crois que en 2000, la part des dépenses de santé liées aux psychotropes en France était 0,1% du PIB, ce qui est énorme, c'est colossal, et c'est presque un facteur de production d'une certaine manière. D'ailleurs, on absorbait tellement de psychotropes qu'on en retrouvait des traces dans les rivières parce qu'on n'arrivait pas à les absorber en tant que consommateur de psychotropes. Donc c'est vrai qu'il y avait une difficulté, et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que ces dimensions de stress, elles ne sont pas homogènes en fait dans les différents groupes de la population. Et alors d'abord, elle touche peut-être plus les petites entreprises et les très grandes entreprises. Et en fait, dans les entreprises de taille moyenne, on est à peu près dans les moyennes européennes. Mais les grandes entreprises et les petites, en fait, sont plus touchées par ces indicateurs de stress que les autres, et pour probablement des raisons assez différentes. Je ne sais pas si on aura le temps d'explorer cette question-là, mais une façon d'essayer de relier les différentes problématiques, parce qu'elles sont très différentes entre les petites et les grandes entreprises, c'est de regarder... Dites-nous un mot là-dessus quand même, parce que c'est intéressant. Vous dites donc, en quelques mots, qu'est-ce qui chez les petites crée du stress pour les salariés, qu'est-ce qui chez les grandes? On pourrait imaginer que les salariés des grandes entreprises pourraient se sentir très protégés parce qu'on ne fait pas des PSE sans mettre en place un certain nombre de barrières, de droits X et Y. Alors, quand on essayait de voir s'il y avait des éléments objectifs qui corroboraient cette situation-là, on s'aperçoit, alors ça c'est le chiffre dont je parlais il y a un instant, c'est en gros la proportion de travailleurs qui s'estiment stressés dans une enquête européenne de 2005, et la date est importante parce que c'est probablement le pic en termes de mal-être et de difficultés de relations au travail en France. Ça a un peu baissé depuis pour des raisons sur lesquelles on reviendra peut-être, mais c'est effectivement en France, dans les grandes et les petites entreprises, qu'on avait cette différence la plus importante. Donc c'est le nombre de salariés qui s'estiment stressés. Vous voyez qu'il y a à peu près 20 points de pourcentage en plus
plus dans les grandes entreprises et une dizaine en plus dans les petites entreprises. Et dans les entreprises de taille moyenne, c'est à peu près la même chose. Quand on regarde les conditions objectives de travail, elles ne sont pas si mauvaises que ça. Les salariés français travaillent moins le week-end. Ils s'estiment qu'ils sont à peu près aussi bien payés pour leur qualification que dans les autres pays. On a comme ça 5 ou 6 indicateurs qui montrent qu'en termes de temps de travail, évidemment, il n'y a pas de problème particulier. Les cadences au travail hors administration sont à peu près dans la moyenne européenne, voire un peu plus faibles. Donc il n'y a pas d'éléments objectifs qui permettent de dire ça. Et donc effectivement, ça s'interroge sur, un, pourquoi c'est une exception française, et deux, pourquoi c'est plutôt dans les petites et les grandes entreprises. Et quand on regarde le dialogue social, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de déficit au sein de l'entreprise, et c'est assez frappant de constater que les salariés, quand on leur demande est-ce que vous avez l'impression de recevoir de l'aide du management, répondent non, avec des taux de réponse beaucoup supérieurs, bien supérieurs à ceux des autres pays européens. Quand on leur demande s'ils ont eu l'opportunité de discuter avec leur encadrement direct, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont eu une discussion franche sur leurs objectifs, sur une évaluation et autres, les petites entreprises sont très très en deçà des moyennes européennes. Donc là, ça pourrait être l'idée, c'est-à-dire qu'on n'a pas formalisé la relation de travail dans les petites entreprises au même niveau que les autres. Et dans les grandes entreprises, au contraire, on est tout à fait dans la moyenne européenne. Donc dans les grandes entreprises, c'est pas tant un problème d'encadrement et de la façon dont le management est réalisé, c'est plutôt d'autres dimensions qui, à mon avis, on va voir effectivement avec le code du travail, qui est devenu, qui est de toute façon très formaliste, et ça c'est un travers français, quels que soient les secteurs du droit qu'on regarde, c'est extrêmement formaliste, et la notion de bon sens ou de qualitatif est extrêmement difficile à mettre en place. Au contraire, on envoie un recommandé dès qu'on a un problème, plutôt que de commencer à le traiter. Et un autre indicateur, c'est peut-être le deuxième transparent que je voulais montrer en préambule, c'est sur la façon dont on rémunère les salariés à la performance avec des indicateurs chiffrés, où là la France a une autre exception, puisque je ne sais pas si on peut voir le tableau va arriver, mais en fait, d'après les chiffres qui viennent de l'Union européenne, et c'est des chiffres qui sont à corroborer, mais vous voyez la première colonne, la rémunération à la performance, c'est 35% des entreprises de plus de 10 salariés, contre en gros 3 et 25% pour les autres pays, ou 27% pour les autres pays. Et ça, je pense que c'est une source de stress, et c'est peut-être la contrepartie, c'est peut-être l'autre facette du même problème, qui est une relation du travail qui est gérée par un code du travail qui est assez complexe et assez formaliste. Et en contrepartie, la seule façon de pouvoir faire passer des messages, c'est de donner des indicateurs chiffrés. Et si ils sont atteints, tant mieux. S'ils ne sont pas atteints, tant pis. Et ça, c'est anxiogène. J'ai eu l'occasion de travailler pour le Crédit Agricole, mais pour d'autres organismes dans le secteur privé, où ça revient à tous les échelons. Chaque grand manager a ses indicateurs de performance qui répercutent dans la chaîne hiérarchique. Et à la fin, ça fait quelques dégâts parce que tout le monde n'est pas forcément armé pour réagir par rapport à des indicateurs chiffrés comme ça. Donc cet élément que je voulais souligner, c'est plus une piste de réflexion, mais les indicateurs chiffrés, c'est important pour mesurer la performance, mais ce n'est pas une technique de management, à mon avis. Et c'est peut-être ça le problème. Comment est-ce qu'on fait pour gérer un personnel, une relation humaine, sans ces indicateurs chiffrés, par ailleurs, qui sont nécessaires pour connaître et avoir des tableaux de bord de l'entreprise. Voilà, c'est plus des pistes de réflexion initiales, et on pourra revenir dans le détail sur d'autres. Je voudrais encore qu'on insiste sur cette question, Emmanuel Barbara. Vous avez dit tout à l'heure, et vous êtes bien placé pour le savoir, que quand un employeur veut licencier, vous dites licencier en CDI, c'est une horreur, c'est quasiment... Enfin, vous devez avoir des multiples cas, des multiples exemples en tête de situations dans lesquelles il est compliqué de licencier sans sortir le chéquier, de le sortir de façon importante pour licencier des salariés en CDI. Et malgré tout, il y a toujours cette anxiété, cette idée que le code du travail, et qu'en tout cas on n'est pas protégé dans l'emploi. Absolument, ce que vous dites est exact, et également corroboré par un chiffre que j'ai trouvé intéressant, que j'ai découvert au gré de mes recherches, c'est que nous sommes le seul pays en Europe depuis 1990 qui avons doublé le coût du licenciement, le coût pour l'employeur effectivement payé du licenciement général, que ce soit pour motif personnel ou économique. Et nous sommes le seul pays dont le coût a augmenté de cette manière-là, ce qui veut donc dire que ça ajoute au stress de l'employeur. Et ça paraît rien, mais c'est une donnée évidemment formidable. C'est que le miroir du stress du salarié qui a peur de perdre son emploi est parfaitement répercuté chez l'employeur qui se dit que ça va lui coûter cher. Et donc c'est ce sont les termes de ce jeu pervers qui sont quand même en place et qui donc, encore une fois, corroborent tous ces chiffres que l'on voit sur l'anxiété, etc. Et qui caractérise aussi une autre chose qui est, et j'en viens à l'autre idée sous-jacente que j'avais soulevée tout à l'heure, c'est que ce fameux modèle éternel post-1945, en réalité, nous, collectivement, nous faisons le deuil de ce qu'il n'existe plus.
parce qu'on fait semblant de croire qu'il existe encore, parce que c'est notre code du travail, parce que c'est le CDI qui est toujours la panacée, le contrat, le Graal pour trouver un logement, le Graal pour trouver un emprunt bancaire, etc. Mais ce Graal, c'est un Graal bâti sur du sable aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le monde bouge. L'environnement bouge, notre famille bouge, le contexte dans lequel nous évoluons dans la vie personnelle n'a rien à voir avec celui de nos familles dans les années 80 ou dans les années 60. Donc tout bouge, sauf ce contrat, ou du moins ce rapport au travail, et on fait semblant de croire qu'il n'a pas bougé. Et c'est probablement ça qui agit aussi sur notre mental, notre analyse collective de la situation, et qui caractérise un moment, et qui est probablement le bon moment, nous sommes dans une crise un peu paroxystique, le bon moment pour repeigner la question de qu'est-ce qu'une carrière réussie, qu'est-ce que je veux pour mes enfants. Dans le fond, est-ce que travailler, c'est un statut unique ? Est-ce que cette ambition dont on sait que les jeunes gens à qui on pose la question entre 18 et 25 ans sont parfois, ça dépend des années, mais en grande majorité rêveraient d'être fonctionnaires, est-ce que c'est vraiment ça dans le fond, dans le mode dans lequel nous sommes aujourd'hui ? Est-ce que c'est vraiment ça le Graal ? Et probablement avec une sémantique, et là j'intègre un nouveau sujet, la sémantique anxiogénissime avec lequel on ne peut aborder certains sujets que sous cette terminologie de points. Le licenciement, il est boursier, les jeunes, ils sont précaires, les seniors, pareil, etc., etc. Et donc tout est nécessairement vu sous cet angle péjoratif. Étant précisé qu'on pourrait au contraire dire que la succession de CDD, alors subie, pas subie, etc. Il y a beaucoup de gens qui ne subissent pas cette nouvelle façon de vivre, pourrait être simplement factuellement le fait de passer d'un emploi à un autre, et entre parenthèses, d'une fonction à un autre, d'un métier à un autre. Et les métiers, on sait qu'ils, depuis 20 ans, on en a eu déjà toute une kyrielle qui ont émergé qu'on ne connaissait pas il y a 20 ans, et on sait que dans 20 ans, on a plein qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Donc cette notion d'adaptation est absolument incompatible, et c'est gravissime ce que je dis, incompatible avec le code du travail actuel. Pourquoi ? Parce que quand on est en CDI, avant de parler du licenciement, qui est toujours le même sujet, mais parlons du CDI dans l'emploi. L'entreprise Intel, France Télécom, pour parler d'elle, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, ou n'importe quelle autre entreprise, évidemment, elle change sa technologie, elle change le produit qu'elle vend, souvent. Et dans le temps, si je prends le siècle dernier, dans lequel nous étions tous là, dans le temps, on changeait moins le produit. C'était lent. Il y avait le temps d'une carrière pour finalement, j'allais dire, intégrer les modifications dans l'emploi, dans le job, etc., ou dans les objectifs de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est souvent. C'est souvent qu'il faut adapter le produit. Moi, j'ai vécu le changement du câble. Enfin, vous vous souvenez, dans le temps, on avait le câble, voilà. Puis après, on est passé à un autre système nettement plus performant, etc. Mais on a eu tout un sujet, littéralement une casuistique du sexe des anges sur le thème comment peut-on modifier la rémunération des commerciaux qui étaient adossés à un produit obsolète qu'on vendait plus, et que désormais il fallait adosser aux produits nouveaux que l'entreprise en question vendait. C'était nous, de mémoire, dans le temps, en plus avec un autre nom. Et juridiquement, les juges nous ont dit « Ah non, on ne peut pas modifier ça, c'est une modification substantielle du contrat de travail. » Donc plan social. Mot anxiogène entre mots anxiogènes. Personne ne voulait supprimer personne. Enfin, il n'y avait aucun poste. Et voilà. Et donc on a fini par prendre un mot pour un autre. Tout ça parce qu'on fait des analyses conceptuelles extrêmement savantes. C'est magnifique. Le raisonnement juridique est superbe sur le papier, parce que voilà, et on met Paris dans la bouteille. Total. Je veux dire, le produit n'existait plus. Il fallait rémunérer des gens à raison de la vente d'un autre produit. Est-ce que c'est une modification substantielle qui permet aux salariés de dire oui, non, et que dès lors, s'il dit non, c'est un licenciement, et au surplus abusif. Enfin bon. Tout ça est bien excessif, et néanmoins, c'est l'état actuel du droit du travail, et je ne ris pas du tout, parce que d'abord, je fais la manœuvre, et mes clients non plus, et donc, et je voudrais faire le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, qui est essentiel, c'est la nouvelle page qui s'écrit, parce que non seulement l'entreprise est engagée, voire Providence, mais parce que le mouvement a été engagé, même au plan juridique, parce que là, j'intègre une autre donnée, c'est que pendant que le Code du travail ne bouge pas, les lois récentes du pays ont donné obligation aux entreprises, avec le sourire, d'intégrer tous les échecs de la politique d'État, à savoir l'intégration. On n'a pas réussi ni à l'école, ni dans la ville. L'intégration des diversités, c'est pour l'entreprise. Les handicaps, pareil. L'égalité homme-femme, on n'a pas été capable d'être suffisamment intelligent pour le voir comme ça, comme étant une donnée sans qu'il y ait besoin de légiférer. C'est obligatoire, et si vous vous trompez, vous payez une sanction financière. Les jeunes, les seniors, enfin bref, tout ça est assorti de sanctions si vous ne le faites pas. Par conséquent, en effet, vous avez l'obligation de prendre avec
sinon le sourire, du moins avec attention le coup de bâton, de réussir cette politique d'exemplarité et de gouvernance qu'il faut donc traduire comme étant un nouveau rôle pour l'entreprise, un nouveau pacte. Et les entreprises qui ont parlé tout à l'heure, et Sandra qui le soulignait aussi, dans le cadre de ses recherches et de ses travaux avec entreprises et personnels, c'est la nouvelle donne pour les entreprises. Donc faisons face à cela le mieux possible. Mais il faut questionner, et c'est l'objet de notre... Je vous jure que j'arrête. J'ai appris à ne pas croire. Je suis avocat, donc évidemment, j'ai un joker. Non, je termine juste sur ce point, c'est que questionner le rôle de l'entreprise, c'est parfait, mais le rôle du salarié, il ne faut pas oublier la question. Il faut se poser la question, quel est le rôle du salarié dans cette nouvelle donne? Est-ce qu'il est passif comme d'habitude? Parce que dans le Code du travail de 1945, il est passif, hein, on lui doit absolument tout, il a beaucoup de droits, mais ce mot est presque tabou. Est-ce qu'il aurait des devoirs aujourd'hui de se prendre en charge, par exemple, dans cette nouvelle donne-là? Le CDI Graal, Loïc Mahé, qu'est-ce que ça vous évoque dans votre... Vous qui n'êtes pas praticien RH, est-ce que oui, le CDI est toujours un Graal pour le salarié? Est-ce que ça pose de grandes difficultés dans des groupes technologiques, comme un groupe comme Thales, par exemple? Alors, bon, j'ai la chance, je pense, d'être dans une entreprise qui permet... Je vais essayer de l'expliquer rapidement, de mettre en place en quelque sorte une sorte de micro-marché de l'emploi que nous gérons au mieux à l'intérieur de nos problématiques d'entreprise. Il est évident que l'entreprise évolue très très vite. C'est pas nouveau, les entreprises se sont toujours adaptées. Enfin, ça c'est comme inhérent à une entreprise. Hein. Mais les technologies quand même... Mais c'est vrai que les choses vont plus vite, c'est évident. Elles se gèrent aussi sur des espaces plus larges souvent et plus complexes. Alors la chance que nous avons, c'est d'avoir des métiers dans mon entreprise qui sont à la fois variés, qui ne répondent pas toujours au même cycle de production et d'activité, et en même temps qui ont des points communs en matière de compétences mises en œuvre. C'est vrai, alors c'est très vrai pour le cœur technique du métier. On peut passer d'un secteur à un autre, on peut passer technologie numérique appliquée à des radars au sol, pour le faire dans l'aéronautique ou après les télécommunications. Donc il y a des passerelles possibles, c'est un énorme avantage pour nous, mais c'est vrai aussi pour des métiers plus de gestion et de support, puisque nous appliquons des méthodes de gestion, des organisations, des process qui sont relativement proches et qui permettent aussi de faire ces transferts sur d'autres métiers. Donc nous avons d'abord vis-à-vis du CDI, sur la France, un discours qui maintenant je pense passe bien, l'entreprise reste attractive je pense, et qui est compris par les partenaires sociaux. Je suis, je pense, indécrotablement optimiste, et sinon je ne serais pas DRH, je pense d'ailleurs, parce qu'il en faut une certaine dose. Je crois que les esprits évoluent, au regard de tout ce que vous soulignez, qui est fondamentalement vrai. Et je vois par exemple que tous les jeunes qui rentrent chez nous aujourd'hui, mais c'est le discours que nous tenons aussi à nos collaborateurs plus anciens dans l'entreprise, c'est de dire, nous ne pouvons pas garantir un emploi à vie. Les transformations de l'entreprise seront trop fortes pour que nous puissions à la fois assurer cette évolution linéaire, cette continuité sur le métier que vous avez choisi à un moment donné, pour lequel vous êtes recruté dans l'entreprise. En revanche, notre engagement, notre pacte, en quelque sorte, social, comme on disait tout à l'heure, c'est de vous garantir que vous vous développerez, professionnellement j'entends, hein, dans l'entreprise tant que vous serez avec nous. Et si un jour il y a un obstacle, une difficulté, on cherchera les solutions ensemble. Peuvent être internes, peuvent être externes, mais en tout cas, nous avons, nous, l'engagement de vous accompagner dans le développement professionnel de votre carrière. Est-ce que ça, travaillons sur des parcours. Est-ce que c'est pas quelque chose qui marche quand on a 25 ans? C'est un discours que les jeunes de 25 ans qui sortent d'écoles de commerce, d'ingénieurs, ils sont très d'accord avec ce discours-là. Est-ce que le même, 10 ans plus tard, à 35 ans, est-ce qu'il a encore cette envie est-ce qu'il ne veut pas justement le CDI Graal? Enfin, écoutez, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, ce que je vous dis n'est pas facile. Hein. Ce sont des lignes directrices que l'on se donne, et puis après, il faut essayer de convaincre, et il faut dialoguer, il faut discuter, il faut mettre ça en place. C'est pas simple. Personne n'aime changer, parce que le changement crée toujours une crainte de ce que sera l'avenir, et même si quelqu'un est convaincu qu'il faut changer, il a une crainte par rapport à ça. Donc il faut la gérer. Cela dit, nous avons construit une politique, alors qu'on appelle dans notre jargon de RH une GPEC, là, une GPEC, qui part de la stratégie de l'entreprise et qui décline l'évolution de nos métiers, qui essaye d'intégrer, c'est plus difficile, l'évolution de nos organisations, des besoins clients, parce que c'est un système en quelque sorte, hein, pour essayer de se projeter sur les besoins futurs. Mais enfin, on progresse dans cette capacité à nous projeter. Et nous ouvrons
le livre de ces travaux et nous les partageons avec la plus grande partie de l'entreprise. Le management en premier lieu, bien sûr, qui a les compétences et les connaissances pour le faire, à commencer par les commerciaux et ensuite les gens de la technique, mais aussi avec nos syndicats pour paritairement, je dirais, débattre de ces évolutions-là, car tout ce qui est fait en amont et tout ce qui éclairera la route de l'entreprise de manière partagée nous simplifiera en tant que manager qui cherche de l'efficacité à la fin de profitabilité de l'entreprise, nous facilitera ce travail. Donc on partage énormément sur ces évolutions et ensuite on peut mettre en œuvre des propositions d'évolution, alors soit individuellement, des évolutions de carrière, tout à chacun a envie d'évoluer, de progresser en salaire, éventuellement aussi en responsabilité, et donc nous proposons des parcours individuels, nous les diffusons sur nos intranets, nous les proposons à travers tous nos réseaux de gestion d'entreprise, et puis quand nous avons une difficulté d'emploi, parce que la charge diminue, parce qu'une mutation technologique nous surprend un peu dans sa rapidité et qu'elle implique des réponses collectives. Alors, au lieu de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi, nous faisons ce qu'on appelle gestion active de l'emploi. C'est-à-dire que nous avons passé un accord avec nos syndicats au niveau du groupe qui consiste à dire si nous percevons une difficulté d'emploi suffisamment importante pour mettre en place un plan collectif d'adaptation qui va nécessiter de baisser les effectifs de la filiale concernée, nous nous engageons à mettre en œuvre toute mesure collective qui permettra de transférer des personnes d'une filiale à une autre. On va en reparler, mais je voudrais, avant que vous nous disiez un mot d'un dispositif qui a existé il y a quelques années. Je ne sais pas s'il existe encore chez Thales, mais il me semble que ce dispositif n'avait pas très bien marché. C'était un dispositif de mobilité externe qui permettait à des salariés de partir chez des sous-traitants, en CDI chez les sous-traitants, avec un droit de retour si ça ne se passait pas bien, avec l'idée donc qu'on essayait d'accompagner avec le plus de protection possible des salariés vers une autre entreprise. C'était quelque chose d'assez innovant. Il me semble que ça n'a pas bien marché. Est-ce que, un, vous pouvez me le confirmer, et deux, est-ce que ça valide cette thèse toujours du CDI Graal dans la grande entreprise qu'on ne veut pas quitter? Bon, d'abord, je reviendrai quand même sur ce que je disais tout à l'heure, parce que on y reviendra. Je vous le promets. Il y a des obstacles juridiques quand même. À ce que bien sûr, mais j'entends bien qu'on revienne sur cette question-là. Ce que vous soulignez là, moi j'appelle la convention tripartite, qui est une convention individuelle, effectivement, que l'on va passer entre un salarié de notre entreprise, nous-mêmes, en tant que direction d'entreprise, et une entreprise externe qui est prête à reprendre la personne, tout en assurant une continuité de sa carrière au sens d'une reprise d'ancienneté. Évidemment, nous allons nous engager, nous, à accompagner ce transfert de cette personne, et nous allons justifier que cette convention tripartite n'est pas un licenciement, puisque la personne va être reprise dans l'autre entreprise. C'est une sorte de novation de son contrat. Enfin, là, je ne suis pas un grand juriste, alors je vais me faire corriger par les spécialistes. Mais enfin, en tout cas, il y a une continuité du contrat qui permet d'éviter la rupture qui obligerait à passer par la case de licenciement. Donc on a construit cet édifice juridique un peu complexe qui rend très nerveux les inspections du travail qui détestent ce genre d'approche un peu trop sophistiquée. Mais nos personnels sont quand même intéressés par le sujet, nos syndicats aussi, donc ça fait partie de nos accords. Il est vrai que ça ne fonctionne, enfin ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas sur des volumes qui pourraient être intéressants quelquefois quand on a une difficulté d'emploi. Il est vrai que c'est un peu marginal, il faut le reconnaître, en termes de traitement d'effectifs face à des difficultés de baisse d'emploi. Mais c'est une solution parmi d'autres qui a permis quand même avec les syndicats d'avoir un débat très intéressant sur le fait que ce n'était pas anormal de parler dans l'entreprise, quand on a un problème d'emploi, de reclassement à l'extérieur. Ce qui n'était quand même pas évident du tout. Il y a 10 ans, c'était impossible, c'était un casus belli. Il y a 5 ans, on s'est mis autour de la table pour en parler, et maintenant, on peut en parler librement, et je peux même diffuser en interne des offres externes. Alors je ne le ferai pas partout, parce que d'abord, on n'a pas envie de faire partir tout le monde, et donc on va le faire sur les métiers qui ont été identifiés, dans le cadre de nos accords de GPE, fragile parce qu'ils diminuent technologiquement, fragile parce qu'ils diminuent commercialement, enfin on a moins de charges. Et donc sur ces métiers-là, il est tout à fait reconnu maintenant dans l'entreprise et soutenu par nos organisations syndicales que l'on peut publier et expliquer qu'il y a des reclassements externes possibles. Moi je pense que c'est quand même une évolution positive. Je ne dis pas que c'est forcément la quintessence de l'entreprise, notre quintessence serait plutôt de garder nos salariés pour leur offrir un travail jusqu'au bout, parce que l'emploi à vie n'est sûrement plus une possibilité. Mais je pense quand même qu'il faut faire attention à notre discours, car quand vous êtes un salarié, enfin nous sommes beaucoup, je pense ici à l'aide d'ailleurs, et que nous rentrons dans une entreprise, le discours qui consisterait à dire on vous offre un emploi et vous savez,
c'est vraiment pas ce que sera le futur, on verra bien, donc faites ce que vous pouvez, nous on fera ce qu'on peut, et puis vogue la galère, c'est quand même pas extrêmement motivant si vous voulez créer un projet commun. Donc il faut bien s'engager, et l'entreprise doit s'engager aussi. Évidemment, il faut après faire reconnaître que les aléas de l'entreprise ne permettront pas, probablement, d'assurer à tout le monde ce parcours dans une durée très très longue. Mais il faut quand même qu'il y ait une volonté affichée de le faire autant qu'on peut le faire. Et c'est comme ça qu'on reviendra, à mon avis, à une cohésion et à une image de l'entreprise qui apporte des réponses de vie globale, comme tu disais, Sandra. Les personnes sont globales, les personnes ne rentrent pas dans une entreprise tout d'un coup ayant oublié tout ce qu'elles sont. Donc on a tous envie, je pense, de faire des parcours de vie. Et l'entreprise, c'est, comme on le disait tout à l'heure, 2 tiers ou 1 tiers, enfin 2 tiers en comptant le sommeil, hein, j'entendais. Mais c'est vrai que c'est une grande partie de nos vies globales, et donc l'entreprise doit porter aussi, à un moment donné, sur les tranches de vie, ces projets globaux. Alors je vous promets qu'on reparlera de vos accords d'anticipation. Je vais donner la parole à Étienne Wasmer. Dans le rapport que vous aviez fait pour l'Institut Montaigne, vous montriez que l'une des clés peut-être pour dépasser cette insatisfaction des salariés français au travail, c'était de jouer sur la question de jouer sur la question de la mobilité professionnelle et qu'il y avait des choses à faire en la matière. C'est pour ça que je voulais d'abord qu'Étienne Wasmer nous en parle, pour vous donner ensuite la parole sur ce que vous faites ce que vous avez fait chez Thales. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire plus en détail sur cette question de la mobilité professionnelle et de lien entre insatisfaction et mobilité ou immobilité d'ailleurs? Oui, c'est très important. Ça fait écho à ce qu'on avait fait dans un rapport. Mettez bien le micro. Oui, voilà. Ce qu'on avait fait dans un rapport pour le Conseil d'analyse économique avec Mathilde Lemoine sur les mobilités professionnelles. Et l'exemple qui a été donné est très intéressant, même si c'est un peu un luxe de riche de pouvoir faire de la prospective sur les emplois à terme. Mais on sait que dans les petites entreprises et les moyennes entreprises, ce sera beaucoup plus difficile. Mais effectivement, c'était une des clés, c'est-à-dire qu'il y a les mobilités choisies et les mobilités subies. Les mobilités subies, elles sont très importantes en France par rapport en comparaison internationale avec tous l'intérim et les CDD qui sont très important en volume de flux. Donc les gens subissent la mobilité. Et les mobilités choisies sont à peu près 1/3 de ce qu'elles sont dans les pays comparables, que ce soit la Suède, Royaume-Uni, Pays-Bas ou États-Unis. Les gens changent peu de métier, changent peu de secteur d'activité, en particulier parce qu'ils acquièrent des droits à l'ancienneté, parce que les formations sont des formations de branche et que c'est difficile de sortir de ça. Juste une anecdote, parce qu'elle m'avait frappé, elle m'a beaucoup suivi dans mes réflexions professionnelles. J'avais côtoyé quelqu'un qui travaillait dans une entreprise du textile, une petite entreprise, enfin moyenne disons, et dont un salarié avait demandé à un moment, le textile qui est évidemment en déclin, c'était une des rares unités de production qui existait dans le nord de la France. On avait un salarié qui travaillait dans un contrôle de qualité et qui avait demandé à suivre une formation à Excel, Word, etc. Enfin, l'informatique, c'était au milieu des années 2000. Et la réponse de l'encadrement avait été non, c'est pas une bonne idée. Il faudrait au contraire, il y a une formation très bien pour apprendre à porter de lourdes charges, parce que dans ce métier, on porte des bobines de fil et qu'on peut se blesser, ce qui est par ailleurs tout à fait légitime. Mais évidemment, lui, il préparait sa reconversion et le patron n'avait aucune envie de préparer une reconversion d'un salarié qui était par ailleurs jugé performant. Il voulait au contraire le garder. Et donc il y a une difficulté, on a beaucoup parlé de l'entreprise citoyenne, mais l'entreprise citoyenne, si elle n'a pas les incitations à aller dans le sens des intérêts de ses salariés quand il faudrait, ben elle ne va pas le faire, ou si elle le fait, elle va perdre de l'argent. Donc c'est un peu compliqué à penser toujours en termes d'entreprise citoyenne s'il n'y a pas quelque chose qui sert de contrepartie. Alors une des choses alors si on accepte cette idée que, premièrement, c'est pas forcément dans l'intérêt de l'entreprise de préparer ses salariés à une reconversion quand ça va plutôt bien, et qu'en même temps on ne veut pas qu'elle travaille en urgence à la dernière minute au moment du plan social où tout se cristallise et que le climat social est absolument délétère, à ce moment-là il faut pouvoir donner des incitations. Donc nous on avait proposé à un moment de faire en sorte que les cotisations sociales ou les obligations de reclassement tiennent compte de façon assez précise du caractère citoyen des entreprises. Et c'est pas une façon vague de dire les choses. On sait que les entreprises forment très peu les salariés. Elles mettent de l'argent dans la formation parce qu'ils y sont obligés, mais elles forment une petite fraction de leurs salariés qui sont les gens en CDD, pas les gens, les gens en CDI, pas les gens en CDD, donc pas ceux qui vont se retrouver rapidement au chômage, plutôt les plus qualifiés, les plus performants, et pas ceux qui vont avoir des difficultés par la suite, etc. Donc déjà avoir un indicateur dans lequel on peut suivre combien de salariés dans une cohorte sont formés, et c'est que ce ne soit pas des stages un peu, j'allais dire bidon, mais de 1 ou 2 jours pour récompenser un salarié, mais quelque chose d'un peu structurant, de formant, qui est aussi en partie choisi par le salarié, même s'il y a des dispositions qui existent pour faire ça, mais elles sont assez peu suivies d'effet. Que ce soit des formations certifiées, c'est difficile, on sait bien, mais au moins qu'ils puissent s'afficher sur un CV. Ça, si des entreprises jouent ce jeu-là, c'est logique qu'elles soient récompensées par une diminution de leurs obligations de reclassement in fine. Il y a aussi
aussi une tendance que je trouve assez mauvaise, qui vient de la dernière campagne présidentielle et qui était un peu reprise dans les débats en ce moment. Il faudrait mettre tout l'argent de la formation sur les chômeurs. Je pense que c'est pas une bonne idée, parce que d'abord, on sait que le chômeur, il arrive, il est déminu, on lui propose 35 formations, donc on se donne bonne conscience, mais il n'a pas la capacité nécessairement de savoir quelles sont les bonnes formations ou pas. Parce qu'il y a un autre problème sur la formation professionnelle. Au contraire, il faut essayer de jouer en amont, 1, 2, 3 ans avant que les événements se précipitent pour les plans sociaux, et de faire en sorte que les entreprises qui ont joué ce jeu-là, même si c'est périlleux pour elles, parce que ça peut compliquer le débat social de dire qu'il va y avoir des reconversions, puissent y gagner à un certain moment. Voilà. Madame Barbara, qu'est-ce qu'il faudrait changer en matière de législation sociale? Alors, sans rentrer dans tous les détails. Oui, voilà. Comme la chambre sociale de la Cour de cassation a dit. Ouais, absolument, non. Soyons modestes, parce que si seulement j'avais la solution, je vous assure, je ne serais pas là. Hein. Qu'est-ce qui est bloquant en matière de droit du travail? Enfin, qu'est-ce qu'il faudrait débloquer pour que la question de la mobilité soit moins vécue comme un drame, la mobilité externe, interne? Vous avez dit que sur certains plans, il y a des modifications substantielles du contrat de travail dès qu'on touche à 3, qu'est-ce qu'il faudrait, alors sans rentrer dans tous les détails, mais quels sont les points bloquants sur lesquels il faudrait réfléchir pour favoriser cette mobilité, cette agilité des entreprises avec leurs salariés? Alors, la question que vous posez, elle est juste centrale, parce que c'est elle qui nous permettra d'entrer dans le 21e siècle ou pas. Celui qui arrivera à y répondre, j'entends. Parce que de deux choses l'une, ou bien on continue comme à la fin du 20e et le début du 21e à mettre de la rustine sur le truc qui colle plus, sur le système qui ne fonctionne plus, parce que, hélas, d'ailleurs, si le DRH de Thales nous dit que dans une formule marketing acceptable, on dit aux gens, vous savez, bon, l'emploi, faut bouger, ça va être bien, mais on va vous aider à construire votre carrière. Enfin bon, tout le verbatim qui va bien, mais en gros, on dit déjà, attention, c'est pas l'emploi au job en question derrière ce bureau-là jusqu'à dans 40 ans, et on se retrouve dans 40 ans, c'est déjà, mais c'est révolutionnaire. Pourquoi? Parce que dans notre tabou à nous, on a l'idée, cette fiction en tout cas que l'on répand en plus médiatiquement, etc., sur laquelle quand j'ai un CDI, je suis tranquille pour l'éternité. Et encore une fois, ça n'est pas exact. Donc ça, c'est quand même un premier point, que d'intégrer cette fragilité, c'est déjà énorme. Donc au plan législatif, si je puis dire, c'est le tropisme qu'il faut changer. Et c'est aussi, alors là c'est encore plus grave, c'est la culture, notre culture et notre rapport au travail qu'il faut changer. Et d'où ça peut changer? À l'école. Parce qu'en fait, il faut faire un lien. On n'a pas parlé d'un élément qui est essentiel et qui n'est pas juridique, mais qui est essentiel parce qu'il nous caractérise, nous autres, c'est la défiance. Il y a des études très nombreuses qui sont faites sans arrêt par d'éminentes personnes compétentes dans ce secteur. Donc moi, je ne suis qu'un juriste. Mais cette défiance, si elle nous anime si fort dans notre soi, de plus petit, quand on est tout petit à l'école, parce qu'on a peur du prof, et qu'on remplace le prof par le manager, eh ben on a un rapport au travail et à l'autorité qui ne marche pas bien. Quand de surcroît l'école, c'est uniquement la verticalité de l'enseignement, un enseignement dont on ne comprend pas bien le sens à force, parce que le monde a changé, comme nous autres dans l'entreprise. Le monde autour a changé et on ne comprend pas le sens. De la même manière, le sens du management autoritaire que nous appliquons par décalque n'est pas bien compris. Il y en a des tas d'analyses, on parlera probablement du harcèlement et de la souffrance au travail, sur le sens du travail, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi ils font tourner comme une toupie, alors que, parce qu'on ne leur explique pas, parce que ce n'est pas notre genre d'expliquer. Nous, on est vertical. Bon. Et donc c'est probablement un travail de très longue haleine, et j'espère qu'on y parviendra, qui ne peut pas se décréter au gré d'une énième loi, grande loi du marché du travail, dont on pense qu'un jour, enfin, dont on pense que chacun voudra, que les gouvernements successifs encore voudront voir voter. Donc c'est probablement déjà un changement de rapport à l'autorité, de rapport à la coopération. Nous sommes défiants, donc ça veut dire que nous sommes une nation qui se caractérise, là encore, tout ce que je raconte est fondé sur des tas d'expertises et d'études. Je ne me permettrai pas de faire part uniquement de mes intuitions, mais nous sommes un État où nous ne coopérons pas à titre individuel. Alors on dit qu'on est très individualiste et ronchon, c'est vrai, mais ça se caractérise par le fait que nous sommes défiants vis-à-vis du dessus et du dessous. Nous n'aimons pas les riches, mais nous n'aimons pas les pauvres non plus. Et je le dis de manière catégorique comme ça, c'est-à-dire que les riches, on a entendu, on a vu, et les pauvres, si je puis dire, on pense qu'ils jouent du système. Et c'est cette idée très forte en nous qui consiste à dire, dans le fond, on se joue du système, il y a des gens qui en profitent, qui fait que nous sommes moins civiques et nous coopérons moins. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que, évidemment,
il y a le sentiment d'un jour d'être le dindon de la farce. Je reviens à la question que vous me posez néanmoins, je fais tout ce tour pour revenir à la question. C'est que, dans le fond, on a proposé quoi? Le nouveau modèle, il est a priori, il s'exprime de manière moins sympathique que celui-là. En d'autres termes, c'est pour dégrader l'image d'aujourd'hui, puisqu'on vient de dire que le monde autour de nous est mobile plutôt que précaire, il est mobile, il s'adapte, etc. Et donc il faudrait faire la même chose dans notre secteur du droit du travail. Donc ça voudrait dire quoi? D'abord, ça voudrait dire revoir la promotion des autres statuts à côté du CDI. C'est-à-dire que le CDD pourrait être le CDD, les stages, l'auto-entrepreneur, tout ce qu'on peut faire dans la vie autour du travail devrait être promu au sens de bien vu. Pourquoi pas? Car ce n'est pas... voilà, ça serait une manière de dire qu'une carrière est faite de moments différents, et notamment aussi de formation. La fameuse formation professionnelle, 13 milliards d'euros par an, enfin un truc colossal. Et question, qui est-ce qui est formé à la sortie? Ceux qu'on n'a pas besoin. Voilà, déjà pour commencer. Et ensuite, à quoi ça sert? Bon, on ne sait pas trop. Enfin, je veux dire, on n'a pas vraiment... Si on en aurait, j'espère, tous les 2 jours dans les journaux, des histoires merveilleuses de Dupont qui était comme ça, grâce à la formation de la société Truc, il est devenu ceci. On a très peu de success story. On n'en fait pas de pub. Pourquoi? Parce que c'est pas non plus dans nos gènes, la formation. Pourquoi? Parce qu'en 1945, quand on a sorti le code du travail, la formation professionnelle, c'était un tout petit codicile. On ne voyait pas de nécessité particulière, puisque vous étiez 37 ans et demi dans votre entreprise à faire la même chose en gros, parce qu'on ne voyait pas tout ça. Aujourd'hui, c'est juste vital. Et qui dit formation, adaptation, dit mobilité. Ça va avec. Et donc ça veut dire quoi? Si je suis totalement iconoclaste, et j'assume, tant pis, je dirais que le vrai statut juridiquement qui devrait être promu, c'est la notion de CDD unique. Pas CDI unique, je fais exprès. Ça, c'est iconoclaste, effectivement. Oui, mais je fais juste 2 mots. CDD unique, pourquoi? Vous pouvez faire 412 CDD uniques dans la même entreprise, le temps que ça dure. Mais dans le fond, on est là un temps. On est là pour la mission en question, puisque, et si je mettais les termes juridiques à ce que vient de nous dire le DRH de Thales, je dirais, dans le fond, quand on dit à Dupont, voilà, c'est formidable, mais là, il y a une petite difficulté, etc. Dans le fond, ce qu'il a passé comme temps à ce job-là était une mission. Et à la limite, ça pourrait être terminé. Terminé par quoi? Par autre chose, un rebondissement, une formation. Quel serait le terme de ce CDD? Ce serait un CDD de mission avec un... Non, mais je ne vais pas faire les conditions, parce qu'on adore ça, conditions d'application, etc. On en fait 42 pour rendre le truc illisible. Donc je dis schématiquement et mentalement, c'est un contrat qui ne dure pas l'éternité. Et deuxièmement, ça veut dire que je tue, ce faisant, ce qui nous tue collectivement, c'est l'ancienneté. C'est-à-dire l'acquisition des droits uniquement à l'occasion de l'ancienneté. Il faudrait trouver un autre vecteur, un autre adossement pour en effet acquérir des droits. Parce que notre vrai pacte social, c'est notre rapport à la protection sociale. Donc, autre sujet, de même qu'il faut revoir l'école, il faut revoir effectivement, et c'est vital, le financement de la protection sociale et se dire qu'est-ce qui est vital dans cette protection sociale à laquelle collectivement nous tenons. On va dire à tout, oui, mais enfin ça coûte très cher, paraît-il, et que donc peut-être qu'on n'a pas les moyens de s'offrir tout, mais que parmi ça, il y a des choses qui sont absolument nécessaires pour vivre ensemble. Notre vivre ensemble s'exprime par tel ou tel secteur, c'est-à-dire en gros la retraite, la santé et le chômage. Schématiquement, ça va être ça. Et que de cela, on en tient. Donc il faut revoir ce financement pour l'adosser à autre chose qu'à ce fichu CDI, en réalité. Parce que c'est le CDI qui me permet d'acquérir tous ces droits dont je parle. Et pire, l'indemnité conventionnelle de licenciement, sur Graal. Au-dessus du CDI, c'est... Si au bout de 25 ans, je reste dans la même boîte, métallurgie, chimie, machin, 2 ans. Et c'est cette perspective-là qu'il faut finir par, et je suis brutale, mais vous voyez bien ce que je veux dire, c'est pas pour être méchant, c'est pour être plus en adéquation avec la réalité, c'est de dire, il n'y a pas lieu d'espérer rester 25 ans dans la maison pour atteindre les 2 ans d'indemnité au cas où je vous licencie. Pourquoi? Ça permettrait de faire quoi? Je protégerais les jeunes, qui sont un public absolument, dont il est absolument nécessaire qu'ils atteignent le marché du travail. Et donc, eux, il faudrait les surprotéger à la française. À la fin, évidemment, les seniors doivent travailler très tard parce qu'il y va de nos régimes de retraite. Et au milieu, vous l'avez tous dit à la première table ronde, on apprend... On a du know-how, on vous apprend un métier, on vous apprend à vous développer, on vous donne confiance. Et au milieu, donc cette période-là, entre jeunes et vieux, il va falloir voir la définition parce que vieux à 45 ans, bon. Enfin bref, entre ces 2 latitudes-là, vous avez une compétence, et cette compétence s'appelle l'employabilité, mais prenons un mot plus simple. Donc vous êtes compétent, vous êtes capable, regardez ailleurs, la mobilité est intégrée dans le parcours, il est bon d'aller ailleurs, ça n'est pas une déchéance, parce qu'aussi en France, on a le regard entre nous du déclassement social. Si je quitte un boulot, alors par licenciement, c'est terrible, c'est un vrai drame, on le sait particulièrement chez nous, parce que ça caractérise un déclassement, mais quitter un emploi, ça veut dire qu'on n'est pas stable.
pas bon. Alors qu'aujourd'hui, on devrait changer ça. On devrait dire, tiens, il change d'emploi, c'est quelqu'un de curieux, etc. Vous voyez, c'est ce paradigme-là qu'il faut changer. Donc le droit, on peut le changer pour nous faire plaisir, mais avant de changer le droit, il faut qu'on revoie tout le vivre ensemble et qui pose des questions en éducation et en financement de la Sécu. Alors, je vous rappelle mon rêve que quelqu'un se lève et dise j'ai une question au milieu du... Monsieur, vous me donnerez votre nom à la fin et votre carte de visite. Je vous inviterai à déjeuner. Bonjour, et je veux réagir dans l'instant à vos propos. Donc Serge Zimmerlin du groupe SGD, un ex-Saint-Gobain des Jonquières qui a été repris par un fonds d'investissement. Alors, moi, par rapport à ce que vous dites, le CDD universel en France, moi je dirais le CDI universel, mais par contre une libéralisation complète du licenciement, qui est un parcours du combattant et qui effraie énormément les employeurs. Moi je suis dans un petit groupe industriel, 5000 personnes, 2000 en France, 3000 en dehors de France. Justifier aujourd'hui des créations d'emplois en France quand on ne sait pas comment les arrêter, si on a des baisses d'activité ou des baisses de charges ou des changements de qualification, ça fait très très peur à l'actionnaire, quoi. Très très peur à l'actionnaire, quoi. Et je pense tant qu'il n'y aura pas cette libéralisation du licenciement de façon fondamentale, je veux dire, on aura nos 10%, nos 3 millions, 4 millions, 5 millions de chômeurs. Et ça m'intéresserait d'avoir un retour, alors peut-être plutôt de monsieur qui est dans la recherche, entre la corrélation du droit des entreprises à licencier et les taux de chômage. Alors j'ai énormément travaillé à l'étranger. Des pays comme la Suisse sont complètement libéralisés, ont un taux de chômage très bas. Des pays comme les États-Unis, mais je suis sûr que vous devez avoir une banque de données intéressante, quoi. Donc oui au CDI pour tous, mais avec un allègement et une responsabilisation naturelle des entreprises. J'ai jamais connu un employeur qui a été heureux de licencier, quoi. S'il le fait, c'est qu'il a de bonnes raisons de le faire, quoi. Alors Étienne Wasmer, vous êtes sur la corrélation, elle est en gros vraie avec l'emploi, c'est-à-dire que là où il y a plus de protection de l'emploi, le taux d'emploi est beaucoup plus faible et ça porte surtout sur les femmes et les jeunes en fait. C'est là que la différence se fait, le reste c'est l'emploi masculin, 30, 50 ans, etc. Donc ça c'est tout à fait vrai. En termes de taux de chômage, on le voit pas très bien, mais on le revoit à nouveau sur les taux de chômage des jeunes et par catégorie. Donc oui, effectivement, je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit, le constat est très clair. On a, en gros, c'est difficile de licencier, ça ne protège pas, ça reste anxiogène. Il y avait un travail de gens de l'OCDE qui avait montré que dans les endroits où je crois que vous faisiez référence à ça, dans les endroits où le degré de protection de l'emploi était le plus élevé, c'est là où les salariés étaient le plus anxieux. Alors bon, après, quelle est la causalité, on ne sait pas, parce que ça peut être aussi parce qu'on est anxieux qu'on demande plus de protection et collectivement on a voté pour quelque chose comme ça. Mais globalement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. J'ai juste une toute petite nuance. Autant je pense qu'effectivement les droits sont beaucoup trop à l'ancienneté dans l'entreprise et qu'il faudrait qu'ils soient beaucoup plus basés sur la carrière en général. On sait faire pour les retraites, il y a des comptes retraite et donc on peut très bien le faire pour l'assurance chômage et la protection générale. Il y a quand même une petite rationalité à protéger les gens qui sont restés 20-25 ans dans une entreprise parce que ça a aussi servi l'entreprise. Et quand ils sont restés longtemps dans une entreprise, ils ont arrêté de se former parce qu'il y avait une espèce de contrat implicite et forcément si on les met à la porte sans aucune protection qui ne dépend pas de cette ancienneté, c'est un peu plus compliqué. En même temps, on voit tous les effets pervers. J'avais travaillé au Canada, à Montréal, où à l'université, en fait, les droits de vacances dépendent de l'ancienneté. Donc les jeunes qui arrivent, en gros, ont une semaine de vacances, et au bout de 25 ans de carrière, on a 5 semaines de vacances. Évidemment, plus personne ne bouge après 25 ans, parce que c'est trop... Bon, nous, on commence directement à 25 ans, donc on ne devrait pas avoir le problème. Il faut que ça rediminue au bout d'un certain moment. On aura une courbe pendant 5, 6, 7 jours, et puis à un moment, le nombre de jours diminuerait après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Oui, pour comprendre qu'il est peut-être temps. Non, en tout cas, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai qu'il y a cette tension. Et bon, là, peut-être tout à l'heure, le ministre arrivera et il parlera des contrats où on associe un senior et un junior. C'est vrai que le diagnostic n'est pas mauvais. Il y a une difficulté pour les seniors, une difficulté pour les jeunes, mais il faut aussi s'interroger sur les causes. L'école, pour les jeunes, en est sans doute une. Pour les seniors, je pense que si on revient au sujet initial qui était le stress, le stress dans l'environnement français étant exceptionnel, je ne vois pas comment, après un certain âge, on peut gérer ce stress de la même façon si on reste dans un emploi à temps plein. Donc il faut imaginer des solutions qui soient une diminution progressive d'activité, qui reste relativement peu encouragée. Il faut à nouveau y mettre des incitations sociales ou fiscales. Voilà. Je profite de votre intervention pour dire que vous avez eu à l'entrée, ou vous pourrez avoir à la sortie, le CDI pour tous, qui était une des études de l'Institut Montaigne qui a été faite à la fin de l'année dernière. Donc Madame Barbara va écrire CDD pour tous pour l'Institut Montaigne. Comme ça permettra de boucler. Loïc Mahé, alors en attendant l'avènement du CDI pour tous ou du CDD pour tous, qui, si j'ai bien compris, finalement est la même chose,
Comment chez Thales vous faites de la mobilité interne avec la nécessité donc de faire bouger les équipes, de changer de technologie, enfin voilà, parce que vous êtes dans un environnement qui est extrêmement mouvant et vous dites à côté de ça, la difficulté c'est d'essayer de le faire sans PSE, sans passer à chaque fois par la nécessité de saisir le CE, le CHSCT, de faire des réunions, enfin c'est extrêmement chronophage, ça peut être onéreux. Comment chez Thales on essaie de gérer cette nécessité de faire évoluer l'emploi? Je dirais qu'à force d'être impliqué dans des négociations, du dialogue social de l'entreprise, je vois bien combien les idées simples ne sont pas suffisantes, même si elles sont bonnes, et il faut voir les contreparties que chaque acteur cherche finalement. Donc on ne pourra jamais convaincre quelqu'un que l'idée qu'on a, même si elle est bonne, suffit à avancer. Donc le CDI pour tous ou le CDD pour tous, oui, pourquoi pas. Enfin, je dirais en tout cas de la flexibilité, oui, on en a besoin, ça c'est sûr. Et en même temps, on voit bien qu'il y a un aspect de système qu'il faut arriver à faire évoluer dans une globalité plus large pour que tout le monde s'y retrouve. Et encore une fois, je pense que l'entrepreneur, quand il est dans une petite entreprise, en général, il est proche de ses salariés. Alors, tout à l'heure, on disait, il y a le bon entrepreneur sympa et qui a du leadership, et puis il y a celui qui va mettre tout le monde en vrac. Mais si on prend le bon entrepreneur, c'est quand même peut-être le meilleur exemple, il va créer du leadership autour de lui parce qu'il a une proximité, et qu'en général, ces entrepreneurs-là sont très soucieux de préserver l'activité de leurs salariés. Et donc je pense que dans les entreprises qui grossissent, il peut y avoir à un moment donné par des distanciations, par des niveaux de hiérarchie qui s'écartent, des objectifs fixés pour la performance de chacun, et on peut perdre cette idée que l'entreprise, c'est d'abord un engagement réciproque. Je donne mon travail en tant que salarié, et l'entreprise, elle me met normalement, d'ailleurs c'est ce que le Code du travail dit, je crois, en état de poursuivre mon activité, on doit me maintenir en état de qualification. C'est une réalité tout à fait basique. Alors pour le coup, le Code du travail, là-dessus, il n'est pas inadapté. Je pense que le principe est bon. L'entreprise doit essayer de maintenir son salarié en état d'évoluer. D'où notre engagement à nous. Alors pour illustrer un petit peu la difficulté sur les mobilités, si j'ai un problème d'emploi dans une filiale de mon groupe, je prends la France toujours, hein, et que je me dis finalement j'ai de l'activité dans une filiale qui est à côté. Alors, généralement, malheureusement, pas tout à fait au même endroit géographiquement. Enfin, quelquefois, la géographie n'est pas le sujet majeur parce que il se trouve que ça va être peut-être en région parisienne ou dans une métropole où il y a 2 sites. Bon, voilà. Mais juridiquement, le Code du travail me dit que si je veux diminuer les effectifs, en proportion un peu collective, dans une société du groupe, pour proposer des mutations dans une autre, je dois faire un plan de sauvegarde de l'emploi. Je passe d'une entité juridique à une autre. Et j'ai eu des ennuis, je ne sais pas si on va dire comme ça, des discussions, disons, avec quelquefois des inspections du travail locales qui me disaient, mais monsieur, vous diminuez l'effectif sur tel site, dans telle société, et vous n'avez pas fait de plan de sauvegarde. Alors, je dis, Joker, j'ai un accord groupe qui prévoit des mobilités collectives à l'intérieur de nos différents sites et de nos différentes sociétés juridiquement. Et ça passe pas toujours très bien. Et donc il a fallu souvent que je remonte au ministère du Travail pour expliquer qu'on mettait en œuvre notre accord, qui somme toute est quand même plutôt intéressant, et signé par l'ensemble de mes organisations syndicales, c'est quand même pas mal, pour que finalement on arrive à se mettre d'accord avec cet inspecteur du travail sur le fait que c'était quand même globalement positif. Bon, mais c'est borderline. On est en train de créer une dérogation en quelque sorte à une application très stricte du droit. Et alors ça montre en quoi, effectivement, ce Code du travail doit être en capacité de prendre des situations plus complexes en compte. Et combien de gens vous avez fait bouger dans ce cadre-là? Enfin, combien ont accepté de la mobilité? Est-ce que certains l'ont refusé en disant mais moi je refuse et donc je demande un licenciement éco? C'est un licenciement. Écoute, je prends un exemple sur le court terme parce que c'est difficile de donner des chiffres sur une durée longue parce que comme vous l'avez dit en introduction, Thales, dans les métiers de l'électronique, de l'informatique, de toute l'évolution du numérique, aujourd'hui, c'est une société qui est tout le temps en train de se transformer. Enfin, je dirais, nos métiers bougent tout le temps et nos activités ont des hauts et des bas, je dirais, en volume. Hein. Donc, notre enjeu, c'est que l'ensemble soit positif. Donc, c'est permanent. Mais disons que j'ai un exemple précis. Fin 2010, on a eu une perspective d'évolution de charge et d'adaptation qui nous permettait de dire, qui nous faisait penser qu'on aurait une difficulté à peu près pour 1500 emplois
qui devrait soit carrément diminuer, c'est-à-dire qu'on s'était dit il faut qu'on arrive à faire partir des gens, ou qui se transformeraient radicalement et qui ne seraient plus à l'endroit où ils étaient. Donc on avait cette difficulté qu'on avait sur la France, à peu près évaluée à 1500 emplois, et on s'était dit il faut qu'on arrive à faire ça à peu près en 18 mois. C'était quand même pas très très simple. Alors évidemment, c'était sur plusieurs sociétés du groupe. Si j'avais voulu appliquer le code du travail stricto sensu, il fallait que je fasse à peu près 12 plans sociaux, de plans de sauvegarde. Alors vous imaginez 12 comités centraux d'entreprise avec les CHCCT, toutes les procédures. C'était impossible, c'était autobloquant. Donc, on s'est mis d'accord avec nos organisations syndicales au niveau du groupe en disant, voilà, on va mettre tout sur la table, voilà le sujet qu'on a à traiter. Les gestions prévisionnelles faites d'une manière plus régulière et permanente aident beaucoup parce que ça permet d'alimenter les explications et les justifications économiques sur ces sujets-là. Et nous avons mis en place des plans de ce qu'on appelle, nous, la gestion active de l'emploi, c'est-à-dire en gros ces plans que j'évoquais, qui consistent à regarder toutes les solutions que nous avons pour utiliser, pour les sorties externes, convention tripartite, ou les mouvements naturels, parce qu'il y a toujours des mouvements naturels dans une entreprise de départ à la retraite, de personnes qui vont démissionner, de gens qui vont prendre d'autres options. On a également, on favorise beaucoup les créations d'entreprises, et donc tous ces mouvements naturels, on les utilise. Et puis après, évidemment, on met le paquet sur la formation pour permettre à des gens de repartir sur d'autres métiers, peut-être au même endroit, parce que ça peut arriver, ou les aider géographiquement à bouger sur des sites où on a plus d'activité. Eh bien, l'ensemble de ce dispositif a permis de traiter 1100 emplois. On était parti sur 1500, on a fait 1100, parce qu'on a considéré d'abord en cours de route, il y a de la charge qui est arrivée, des clients ont repassé des commandes, donc ça nous a permis de diminuer, disons, la difficulté. Et puis en même temps, on a fait des concessions. Et on a dit, là, on attend, on verra, peut-être qu'on peut prendre plus de temps pour faire les choses. Donc c'est un accord, c'est un deal en quelque sorte, mais 1100 postes sur cette période-là, c'était très déterminant pour nous, très efficace en finale. Et je dirais, et ça c'est très important pour la cohésion de l'entreprise, très important pour le management, parce que finalement, la DRH, d'une certaine manière, elle a un rôle... il est assez technique, si je veux voir, technique, je pense qu'il y a un savoir-faire des DRH sur la négociation sociale, mais à vrai dire, la difficulté au quotidien, quand on arrive tous les matins au boulot et puis qu'on commence à travailler, c'est le manager qui l'a. Alors le premier niveau, le deuxième niveau, c'est eux qui vont assumer la responsabilité de l'entreprise, qui est de dire un tel, là, votre job c'est fini, ou vous, il faut aller ailleurs, ce qui est quand même pas facile. Or, dans cette approche-là, je crois qu'on fait des avancées très fortes sur la cohésion. Et on donne, je dirais, pour prendre un mot facile aujourd'hui, mais on fait, je dirais, une gestion durable de l'adaptation, c'est-à-dire que le coup d'après, nos salariés sont confiants. Je vais citer un autre exemple sur cet effet positif, je pense, de cette approche-là. Nous avons, comme toutes les entreprises, des problèmes alors qu'on appelle de délocalisation. Moi, je les appellerai pas comme ça. D'ailleurs, je ne le dis jamais à l'intérieur de l'entreprise, puisque nous utilisons des sites de notre entreprise Thales qui sont dans d'autres pays. Mais c'est vrai que quand je explique à mes syndicats qu'il faut qu'on envoie des activités à Singapour, chez Thales, chez les gens de Thales, qui ont les contrats Thales, je ne fais pas un tabac, quoi. Et je ne fais pas un tabac syndical non plus. Bien, oui. Et je ne fais pas un tabac syndical, alors que nos syndicats, je pense, sont conscients que dans certains métiers, c'est mieux d'être capable de s'organiser comme ça. Mais voilà, il y a une pression politique en France, il y a une espèce de frein, de frilosité, alors que pour moi, la capacité de la France à s'implanter dans d'autres pays, c'est une formidable aventure pour la France, qui doit être capable de se déployer. Il y a cette frilosité, c'est le mot délocalisation qui est tout de suite pénalisant, anxiogène, bloquant, mais alors c'est terrible parce que on ne va pas faire une France dans un petit hexagone qui se recroqueville, qu'il faut qu'on soit capable quand même de faire de l'expansion. Donc il y a un côté, c'est pas facile ce que je dis là, parce que je sais que je vais à rebours d'idées un peu dominantes aujourd'hui, mais je pense qu'il faut être capable d'envisager ça. Eh bien avec les salariés, le sujet n'a jamais été un sujet social sur ces aspects-là. C'est-à-dire que nous avons des débats politiques et les syndicats ont des problèmes de positionnement politique sur ces sujets-là, bien sûr. En revanche, je n'ai pas eu une heure de grève sur ces questions-là, parce que nos salariés savent très bien que quand on dit « nous allons faire telle opération, mais personne ne sera sur le carreau, on va proposer à chacun des solutions », je ne dis pas que ça ne crée pas de la tension, parce que forcément, les gens ont peur du changement. Mais je n'ai pas eu d'heure de grève. C'est-à-dire que
Ce n'est pas un motif qui va mobiliser, et les syndicats le savent, ce qui fait qu'en fait leur débat il est avec la direction générale, il est sur les politiques globales, il est sur la relation avec le pouvoir public, oui. mais pas sur la mobilisation interne. Parce qu'on est sur la question de la confiance dont parlait tout à l'heure Emmanuel Barbara. Si la DG prend des engagements et que le corps social de l'entreprise sait que ces engagements seront tenus, c'est évidemment... C'est pour ça que je dis que le CDI, CDD, enfin moi je préférais, dans l'approche que je préconise, dire CDI, avec toutes les amodiations, toutes les adaptations nécessaires pour avoir de la flexibilité. Mais au départ, il y a cette idée qu'il y a quand même un engagement. L'entreprise doit s'engager si avec le salarié derrière accepte aussi cette flexibilité qui est absolument indispensable. Emmanuel Barbara, sur la question ce qu'essaie de faire Thales pour justement permettre de ne pas passer par des PSE tout en faisant de l'adaptation, qu'est-ce que ça vous évoque? Parce que j'imagine que vos clients vous posent régulièrement ce genre de problématiques. Absolument. Je crois que l'exemple qui vient nous être donné est extrêmement intéressant. Il illustre deux choses. La première, c'est que dans l'exposé de l'anecdote, pardon pour le terme, enfin l'anecdote au sens de ce que je dis, vous disiez, si j'avais appliqué le code, ce qui est absolument prévu, j'aurais eu 12 CCE, 12 CHSCT, allez, 6 mois, 2 ou 3 procédures judiciaires, etc. Ça veut donc dire quoi? Ça illustre quoi? Ça illustre que le Code de travail est bâti sur des lois qui ont toutes, comment dirais-je, comme sous-jacent le problème de la gestion de l'arrière-pensée, de la mauvaise arrière-pensée de l'employeur. Je veux dire par là que, comment est-ce possible que pour la description d'un événement qui nous est ici décrit, qui n'est pas en soi, enfin je veux dire qui paraît légitime dans une adaptation d'un grand groupe qui va faire telle ou telle activité, pourquoi faut-il se confronter à des choses aussi complexes, aussi formelles, aussi rituelles, aussi lourdes et aussi vétilleuses? Et c'est tout ce que tout ce qu'on vient de nous dire est parfaitement rigoureux, c'est parfaitement exact, c'est l'application, j'allais dire, millimétrique du Code du travail. C'est quand même fou que le Code du travail ne vienne pas à l'aide d'une adaptation, j'allais dire, adaptée, enfin expédiente et en même temps efficace, efficiente, mais qu'elle vienne donner une impression de vétilleux et qui donne envie de quoi faire. Alors dans le cas qui vient de nous être exposé, de faire ce qu'on appelle, vous avez dit vous-même, un deal réussi, mais dans combien de cas on a des deals ratés? Et pardon de m'arrêter 2 secondes sur le deal raté, parce que ça arrive. Je veux dire par là qu'on est obligé du coup, pour des tas de raisons politico-prétextuelles et autres, non, monsieur la direction générale, d'ailleurs c'est le juge qui vient de vous le dire, vous allez vous cogner les 12 CCE, CE. C'est là-dessus qu'il faut, c'est formidable les success stories, mais il faut s'intéresser à qu'est-ce qu'on fait quand ça ne marche pas? Eh bien, on fait les 12 machins, le CCE, avec sur le dos l'inspection du travail antagonisée et en vrac, et pas 1 mais 12. Et donc, vous enterrez votre éventuelle, j'allais dire, chance d'être à l'heure pour le train suivant, pour permettre de donner à l'entreprise. Donc, c'est gravissime. Et la question est comment ça se fait que c'est comme ça? C'est parce que dans ces lois formalistes que nous avons adoptées au fil du temps et de manière frénétique les 15 dernières années, nous avons cette idée d'arrière-pensée, c'est que l'employeur, ce matin-là, Thales s'est réveillé, on s'est dit, bon, qu'est-ce que je vais faire comme mauvaise manière aux salariés? Tiens, je vais leur faire le coup de la fermeture du site et puis on va aller à Singapour, tu vas voir. C'est cette idée-là, mais je vous assure que c'est vrai. Regardez les débats, j'allais dire de l'ancien régime, enfin en 1993 sur les premières lois sur le licenciement pour motif économique. La loi de modernisation sociale, je vous parle d'un vieux tromblon, hein, de loi de 2001. Mon Dieu, c'est vieux. Peut-être qu'on va en avoir une suivante. Mais vous voyez bien l'idée, c'est quand on regarde les débats parlementaires, c'est formidable. On essaie de mettre de la rustine à tous les trous potentiels de la raquette à écrire. Donc 1, ça donne des lois illisibles. 2, on voit bien qu'on essaie de faire en sorte que l'employeur soit bien cornaqué pour qu'il fasse exactement ça. Alors heureusement, grâce au mouvement un peu positif qu'on vient d'évoquer ce matin, parce que nous on a l'air d'être vraiment des gens pessimistes malgré tout, bien malgré votre optimisme, mais on vient marquer que c'est difficile. Mais le sens des choses, cette implication de l'entreprise au travers de la RSE bien comprise et non pas que incantatoire, parce que ça fait beaucoup de mal aussi, parce que ça aggrave le sentiment de défiance dont je parle, et Dieu sait qu'il existe. Il y a beaucoup d'entreprises et grandes qui ont fait du mal ces 10 dernières années en galvaudant certains termes, les valeurs, les machins. Bon, okay. Mais en le faisant bien, c'est-à-dire dans le sens qu'on vient d'évoquer ce matin, et de bonne foi,
on montre ce que veut dire un engagement de bonne foi, et ça c'est un vieux terme du Code civil, et qui est en fait le cœur du débat. Si l'employeur est de bonne foi, il y a de fortes chances qu'on puisse, avec des salariés, les rendre de bonne foi également. C'est ce qu'on appelle la coopération et la confiance. Et donc peut-être qu'avant d'aller faire le grand soir du nouveau Code du travail, de la énième grande loi sur le marché du travail, pourquoi ne passerions-nous pas par des expérimentations au sens propre du terme? On va expérimenter quelque chose de différent. C'est-à-dire, quand on veut faire l'opération ainsi décrite, la loi, elle nous dit que c'est 12 CHSCT, 12 CE, machin. Essayons de voir comment on fait. Et on verra bien si l'employeur est si méchant que ça et si mauvais que ça. Et s'il a vraiment voulu s'asseoir sur les droits les plus légitimes des salariés. Parce que c'est toujours le même sujet. Quelle mauvaise manière va nous faire l'employeur? Et si l'employeur ne fait pas de mauvaise manière, eh bien peut-être qu'on aura la chance de voir émerger un droit plus consensuel, plus souple, et qui évitera d'ailleurs d'autres perversités. Parce qu'évidemment, moi je suis avocat du côté des méchants, donc croyez-moi que des détournements, etc., de toutes sortes, voilà, ça arrive, parce qu'une loi vétilleuse, excessive et outrancière finit par déclencher du côté de l'employeur un certain nombre de réflexes qui ne sont pas nécessairement prévus par le Code. Et donc c'est pas bon. Voilà. Et à un moment donné, il faut arrêter ce cercle vicieux qui est atrocement haut en ce moment. Donc si on peut redescendre un peu en intensité et se dire qu'on pourrait être aussi de bonne foi, si ça se trouve, ça pourrait marcher. Attention aux employeurs qui, du coup, se comportant pas bien, le cas échéant, font beaucoup de mal à la collectivité des employeurs. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des réactions? Vous êtes vraiment très sage. Allez. Bon, non, oui, si, monsieur. Merci de vous présenter. Oui, bonjour. Stanislas Armand, donc je suis chef d'entreprise d'une PME d'à peu près 450 personnes dans le monde financier. J'avais une question sur justement le rôle des partenaires sociaux, puisqu'en fait, lorsque on met en place soit un plan de restructuration, vous l'avez dit, il faut consulter les CHSCT, consulter les comités d'entreprise. Je dis, est-ce qu'en France, finalement, il n'y aurait pas une ouverture pour faire un peu comme en Allemagne, d'associer les partenaires sociaux à la gestion de l'entreprise et donc de les associer finalement beaucoup plus en amont aux décisions qui pourraient être prises et qui donc pourraient faciliter en fait la mise en place de cette adaptabilité du travail. Vous allez faire un tabac à la CGPME si vous leur proposez... Enfin, moi, sur ma partie, je dirais, en tant que praticien, j'y crois beaucoup. Je pense que beaucoup de sujets se dégonflent au moment où on est dans la crise ou la difficulté, quand on les a préparés, quand on a réussi dans une période où les choses étaient peut-être un petit peu moins sensibles, ou que les conséquences sur chacun étaient un peu plus loin, le débat est plus facile. Et donc on arrive à faire des avancées qui créent cette confiance que vous réévoquiez tout à l'heure, et qui vont faire que quand la crise est là et qu'il y a la difficulté, les acteurs qui sont autour de la table vont beaucoup plus être dans la recherche de la solution que dans l'application stricte des textes et d'une sorte de défense, parce que c'est vrai qu'il y a des réflexes de défense à partir de ce qui existe comme appareil juridique. Hein. Donc c'est sûr que on n'a pas ce réflexe-là, mais encore une fois, le problème c'est qu'on raisonne dans un contexte français avec son histoire, et c'est vrai que les pas que l'on fait vont forcément être des petits pas pour corriger ces évolutions-là. C'est curieux c'est vrai que l'entreprise est encore aujourd'hui en France une connotation assez péjorative dans beaucoup de cas. Il y a le côté entrepreneurial qui évolue, qui progresse et qui est positif. Je le vois dans mon entreprise quand nous avons une sorte d'agence interne qui aide les projets de création d'entreprise. Elle a été créée il y a longtemps pour aider à des reconversions. C'était une manière comme une autre d'aider des salariés à se reconvertir. Et puis en fait, elle a continué à vivre et elle s'est détachée de cet unique objet pour devenir une sorte de petite agence interne de création d'entreprise qui fonctionne bien et sur lequel, évidemment, on a aussi, je dirais, capitalisé en termes de confiance à l'intérieur de l'entreprise. Ça marche bien. Là, il y a un côté très positif. Mais quand on dit l'entreprise en général en France, c'est quand même, au départ, plutôt anxiogène. On est plutôt sur le côté négatif. Et je ne vois pas ça... Enfin, je ne vais pas faire du café du commerce, mais je ne vois pas ça quand même dans les autres pays européens. Et avec les partenaires sociaux, souvent en France, le débat est très long sur la justification économique des projets d'adaptation. Beaucoup de critiques, beaucoup d'expertise maintenant. Alors on a des budgets d'expertise énormes dans nos comités centraux d'entreprise pour justifier les décisions qui sont prises. Et
je ne trouve pas que ce débat-là soit toujours totalement positif quand on est sur la crise même et qu'on fait ça. Et je ne constate pas ça dans les autres pays où, quand l'employeur dit « j'ai un problème », il faut se mettre autour de la table. C'est très vrai par exemple en Allemagne. Mais il y a une sorte d'accord pour dire si l'employeur nous dit qu'il y a un problème, on se met autour de la table pour voir comment le traiter socialement, comment l'atténuer. Il faut mettre quand même de l'argent sur la table. Hein. Mais il n'y a pas le débat sur la pertinence économique. L'employeur va dire il y a un problème, il faut le traiter. En France, si l'employeur dit il y a un problème, on commence déjà par le suspecter de l'avoir inventé pour je ne sais quelle idée tordue d'optimisation de son entreprise. Et on va passer un temps fou et beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie à se raconter des histoires sur le monde qui devrait être meilleur. Puis après, une fois que tout le monde est épuisé et puis que les caisses sont vides sur le plan des dépenses d'expertise, alors on commence à traiter le problème social. Enfin, il s'est passé 6 mois. Hein. Donc ça, c'est un vrai sujet qui n'est pas purement du Code du travail, qui est un contexte qu'il faut essayer de faire évoluer petit à petit pour enfin, je ne sais pas si c'est réhabilité, parce que c'est un vieux courant français quand même, mais pour donner à l'entreprise cette image, je dirais, plus positive. Sur cette question du dialogue social, parce que je sais que elle est fondamentale d'être capable de se mettre autour d'une table et de réfléchir sur ces questions-là. Étienne Wasmer, qu'est-ce que vous... J'ai pas grand-chose d'original à dire pour répondre à monsieur, sauf que si vous avez des interlocuteurs intelligents, organisez le dialogue avec eux. Le bon sens, c'est quelque chose qui est réparti dans la population, quelles que soient les strates de diplôme, de position, etc. Et si ce n'est pas le cas, c'est difficile d'imaginer une loi qui impose dans les entreprises le débat qui consiste à faire ça. Sur l'expertise et la contre-expertise, moi ça ne me choque pas qu'il y ait une contre-expertise, au contraire, c'est en tout cas dans les grandes entreprises, et si on a un tout petit peu de temps pour la mener, au contraire c'est ce qui restaure le dialogue. Quand il n'y a pas monopole d'information, mais une symétrie à peu près bonne, au moins sur les grands enjeux, à nouveau ça me choque pas. Peut-être sur une chose qui peut être intéressante à discuter, on n'est pas les seuls à avoir des problèmes d'ajustement de l'emploi. Aux États-Unis, ça fait longtemps qu'on a mis en place un dispositif qui s'appelait au départ TAA, Trade Adjustment Act, pour justement aider les secteurs et la reconversion des salariés dans les secteurs qui étaient en difficulté. Ça a été complété par d'autres dispositifs, le ATAA. Il y avait un dispositif qui était intéressant. En fait, c'est les éléments d'une flexicurité, d'une certaine manière. Effectivement, on ne se crispe pas sur l'emploi existant et on remet le pied à l'étrier à certaines personnes. Alors aux États-Unis, c'est une problématique très particulière parce que ça consiste à donner un peu d'assurance chômage dans un pays où il y en a très peu. Donc, c'est pas exactement ce qui est nécessaire en France, mais on peut imaginer des solutions dans lesquelles je sais pas, j'imagine à Thales, les salaires sont plutôt élevés par rapport au marché pour les gens qui devraient se reconvertir. Parce que c'est une grande entreprise, parce qu'il y a tout un contexte. Et c'est vrai dans l'automobile, c'est vrai ailleurs. Donc quand on demande aux gens, vous allez partir et travailler peut-être dans une agence de voyage ou tenter de démarrer une entreprise avec toutes les incertitudes, si on ne lui met pas le pied à l'étrier d'une façon ou d'une autre, ça ne va pas marcher, au contraire ça va être anxiogène. Donc ce qu'avait fait le TAA, c'était de faire en sorte qu'on pouvait, dans les toutes dernières versions du dispositif, donner un complément salarial qui représentait une partie de l'écart de salaire entre avant et après. Donc quelqu'un qui avait travaillé 10 ans ou 15 ans dans une entreprise, qui allait travailler dans une autre activité, donc il changeait complètement, il perdait toute son expérience et son savoir-faire, mais il se remettait... plutôt que de coûter à l'assurance chômage, il se remettait à travailler, mais il gagnait 2000 au lieu de 3000. On lui payait une partie de sa différence. Alors nous, on avait chiffré ça pour le rapport, pour le CAE, et malheureusement, on avait buté sur une difficulté, c'est que ça coûtait pas assez cher. C'est-à-dire que c'était la flexicurité à la française, ça nous coûtait, vu le faible taux de mobilité qui existe, des gens qui ont un peu d'ancienneté, on n'arrivait qu'à 260 millions d'euros, ce qui n'était pas grand-chose. Donc on s'est dit peut-être qu'on peut faire des hypothèses où on donne un tout petit peu plus que ce qu'on avait dit. Au lieu de payer 50% de la différence, on mettrait les 2 tiers. Au lieu de faire ça à partir de 10 ans d'ancienneté, on mettrait que 5 ans, et on le ferait sur une période de 18 mois ou au lieu de 12 mois, quelque chose comme ça. Et on arrivait finalement à 3-4 milliards, enfin j'exagère. En fait, au maximum, on arrive à 2 milliards et demi. Dans la période actuelle, 260 millions, c'est peut-être mieux que 3 ou 4 milliards pour vendre le... C'est ça, c'était en 2011, donc maintenant c'est plus difficile, mais ça coûte pas si cher que ça, et vraiment ça décrispe, c'est vraiment l'idée des mobilités choisies. Je ne sais pas si c'est des dispositifs qui peuvent être imaginés, mais en tout cas, il faut qu'ils soient simples, compréhensibles, la moitié de la différence est payée, et on vous remet le pied à l'étrier. Évidemment, il faut éviter les salaires fictifs pour éviter les effets d'aubaine, c'est un peu compliqué, mais en termes de complexité administrative, on sait faire, donc je suis certain qu'on saura contrôler ça. Emmanuel Barbara, qu'est-ce que vous disent vos clients en matière d'état de leurs relations sociales internes? Est-ce que vos clients vous disent on ne sait pas comment faire, on ne peut pas dialoguer avec nos... Parce que dans une période de crise, c'est jamais le meilleur moment, généralement. Enfin, les crises aiguës ne sont pas un moment dans lequel le dialogue social est forcément facilité.
Quel regard vous avez sur ce dialogue social en fonction de ce que vous disent vos clients? Cher monsieur, quand on m'appelle, c'est rarement pour me dire que tout va bien. En fait, ah bon? Si, parce que j'entretiens de bonnes relations avec mes clients, ils m'appellent de temps en temps pour me dire comment je vais, ça va. Mais en général, quand ils m'appellent, c'est parce que, disons qu'il existe des tensions, et notamment dans ce secteur-là. Bon, cela étant, il n'y a pas lieu de tenir un discours nécessairement calamiteux et on ne va pas se flageller. Ça marche plus ou moins bien en fonction du contexte. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des prétextes à côté qui feraient que le dialogue social serait dans cette entreprise bloqué? Il y a... voilà. Enfin, disons que sur ce terrain-là, il y a fort à dire. D'abord, à dire que le contenu des accords est tellement problématique au sens de son sort juridique que du coup, les mots sont vides de sens, où on fait en sorte de rester très 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 général. Donc du coup, on signe des accords, notamment sur les grands sujets obligatoires, au-delà desquels, au titre desquels vous êtes appelé à payer 1% de masse salariale si vous ratez le deadline. Parce que quand même, enfin bon, c'est faramineux. Et bien, du coup, on écrit des grands principes du genre, nous sommes pour l'égalité hommes et femmes. Alors, on est d'accord. Vous êtes d'accord? On est d'accord. On fera tout pour promouvoir l'égalité des hommes et des femmes, etc. Donc, je veux dire par là qu'il y a cet angle-là de ce droit qui est à la limite du vrai droit et du droit un peu incantatoire. On parlait du divin avec la notion de providence. Ça me fait penser à un autre sujet qui est absolument, enfin que je tiens absolument souligner pour rebondir sur ce que disait Bruno Mettling. C'est que, aujourd'hui, vous parliez aussi du risque judiciaire, il est là, c'est que je crains qu'il n'y ait un malentendu. Enfin, vous disiez, il ne faut pas qu'il y ait de malentendu entre le rôle de l'entreprise qui peut prendre à sa charge, dans le cadre de cette nouvelle donne, l'employé de manière plus générale que sa simple force, de travail en contrepartie de laquelle je paye une rémunération. Donc, je veux bien prendre en considération le fait que s'il ne va pas bien et que ça se voit, je sois en charge de la question. Il le disait au sujet, hélas, du suicide. Mais lorsque l'on sait que cette fameuse obligation de résultat invraisemblable, qui relève là pour le coup du divin, s'exprime de la manière suivante, et je vous le dis de tête, par la Cour de cassation en disant attendu que la responsabilité de l'employeur est en cause à raison du risque dont il avait connaissance, dont acte, c'est ce que dit Bruno Mettling, ou dont il aurait dû avoir conscience. Et là, soudain, les dieux se mobilisent. On regarde le bon Dieu et on lui dit, enfin quel qu'il soit, et on lui dit voilà, maintenant, en fait, il faut que quelqu'un soit responsable, donc en l'espèce, c'est l'entreprise. Parce que comment voulez-vous, à moins de transformer tout le monde en assistante sociale, et à chaque matin, il faudra bien vouloir veiller, de dire au portier comment on va, si ça s'est bien passé à la maison, s'il n'y a pas de problème, etc., parce que vous n'entrez pas dans l'entreprise si je ne sais pas où vous en êtes. Donc jusqu'où faut-il ne pas aller ? C'est extrêmement, mais je le dis alors là avec une grande inquiétude, moi, mon stress personnel c'est celui-là, c'est que je suis confronté à des dossiers qui ne sont pas que France Télécom, parce que France Télécom, il est vrai, est une sorte en soi de syndrome, et que du coup, de toutes les entreprises, enfin quand j'ai entreprise, les salariés ou les ayants droit des entreprises de France et de Navarre viennent en parlant de ce syndrome-là, donc effectivement c'est très pénible, mais c'est très sérieux, c'est que même quand on ne s'appelle pas France Télécom, eh bien, on vous cloue au pilori à raison d'un risque que j'aurais dû deviner. Et c'est tellement vrai qu'il faut ouvrir une cellule psychologique lorsque, éventuellement, je vais décider de licencier une personne en appliquant une disposition du Code du travail qui est la convocation entretien préalable. On a des affaires hallucinantes autour de cela, des gens qui... Enfin, c'est excessif. Et c'est excessif parce que ça pose la question de la place de la vie privée dans l'entreprise. L'histoire du droit du travail, c'est l'histoire de la place sanctuarisée des droits privés dans la sphère professionnelle. C'est-à-dire, c'est toutes les conquêtes que l'on a pu enregistrer au titre de j'ai droit à des vacances, donc c'est ma vie privée, j'ai droit d'avoir mon petit réseau personnel sur l'ordinateur du moment que c'est écrit personnel. Enfin, c'est toute cette histoire-là, de ces conquêtes-là, etc. Mais aujourd'hui, à raison de cette obligation de sécurité de résultats insensés, eh bien, on se trouve dans la position inverse de se demander dans quelle mesure l'employeur n'a pas une obligation implicite d'aller savoir comment vont les gens pour de vrai. Bon, et donc, ça pose des questions étonnantes, et ça pose des questions au regard d'un certain nombre d'initiatives prises par les grands groupes, que je ne citerai pas là particulièrement, parce que d'ailleurs je ne me souviens plus de leur nom, mais j'ai retenu, parce que ça m'avait frappé, que sur certains sites, vous avez les cours de nutrition pour être tout mince, les conseils en matière de relations matrimoniales, parce que voilà, là c'est l'alcoolisme qu'on veut traiter et tout. Oula Ouh, c'est dangereux ça. Mais on le fait et on fait de la pub. Donc je parlais d'attitude incantatoire, etc. Il faut faire attention avec ça parce qu'un jour on va vous l'opposer. Je parle un jour des juges, ils vont vous l'opposer. Et donc vraiment là, c'est pas l'entreprise Providence, l'État Providence. Enfin bref, c'est délirant. Voilà. Donc il faut faire vraiment très attention avec ça et on vit un moment extrêmement sérieux. Voilà. Question dans la salle. Est-ce que vous avez
Monsieur, merci de vous présenter. Bonjour, Philippe Vattier, je dirige un think tank qui s'appelle le Cercle du Leadership et qui réunit des dirigeants d'entreprise. Je voudrais vous faire part d'un étonnement que peut-être les plus anciens dans cette salle partageront avec moi, c'est que ça fait 25 ans qu'on aurait pu poser exactement la même question que celle que vous posez aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans une inertie totale vis-à-vis de ce que vous appelez le nouveau pacte social. Je me souviens très bien, par exemple, pour ne citer que 2 ou 3 personnes, de Denis Kessler, qui dès les années 90, vous l'avez cité tout à l'heure, disait qu'il fallait refonder le thème de la représentativité syndicale, qui était issu de la guerre et qui venait du fait que 5 organisations syndicales s'étaient particulièrement bien comportées pendant la guerre et que donc du coup elles étaient représentatives. On en est toujours au même point. On a quand même un petit peu avancé sur la représentativité. Il y a quand même eu la loi a changé sur cette question. La mesure de la représentativité, de l'arrêté de 66. Oui, soit, mais il y a quand même toujours 5 organisations syndicales ipso facto reconnues comme telles. Enfin, peut-être qu'Emmanuel Barbara confirmera ou infirmera. Mais j'ai pas l'impression d'un grand changement. Et en tout cas, peut-être que c'est à valider également, mais toutes les études montrent que les organisations syndicales représentent 8% à peu près des salariés en France, à l'inverse de ce qui se passe dans d'autres pays. À la même époque, je me souviens également que Claude Bébéar parlait déjà du chèque syndical. Bon, on n'a pas vraiment progressé de ce point de vue. Donc on a vraiment l'impression que en 25-30 ans, les choses sont restées en l'état, alors que bien sûr le monde a complètement bougé. Entre-temps, pour ne citer quelques exemples, l'URSS est tombée, l'Allemagne s'est réunifiée, la Chine est devenue la 2e puissance économique mondiale, Internet est apparu, mais nous, on parle toujours du nouveau pacte social. Donc je voudrais savoir à qui la faute. Si vous avez une explication, est-ce que ce sont les patrons, après tout pourquoi pas, qui n'ont pas su montrer leur capacité à prendre en compte ce problème? Est-ce que ce sont les organisations syndicales qui justement refusent de bouger sur leur ligne de représentativité? Est-ce que ce sont les pouvoirs publics qui n'osent pas affronter la question devant leurs électeurs? Bref, à qui la faute? Parce que quand un problème ne bouge pas en 30 ans, c'est quand même assez préoccupant. Je ne connais pas des problèmes, si vous voulez, qui en 30 ans n'ont pas trouvé de solution. Et celui-là, il semblerait que ce soit le cas. Alors je n'ose nous donner rendez-vous en 2037 pour en discuter. Je crains que nous ne soyons pas tous là. Mais Monsieur Vesma, vous vouliez réagir. Juste pour une pirouette sûrement, mais le code du travail effectivement augmentait en volume. Alors mes collègues Gilbert Sett et Berthélémy avaient calculé qu'en termes de prise de volume et de poids, ça faisait plus 1 kg. Mais donc je ne sais pas si ça correspond aux prises de poids de Denis Kessler, mais c'était de 1,5 à 2,5, donc ça fait quand même un pourcentage important. Il a peut-être donné de nouveaux droits, mais qui ont effectivement, on a vu qu'il ne fonctionne pas si bien que ça. Et il y a une base de données qui est intéressante à regarder, c'est NatLex, qui recense l'ensemble des articles. On en a plus de 5000. Donc c'est tous les articles, mais aussi les conventions, aussi les décrets, les circulaires, etc. Et ce qui était assez frappant, d'abord c'est beaucoup plus que dans tous les autres pays. Effectivement, la Suisse, on en parlait tout à l'heure, c'était autour de 700. La Suède, c'est 2800. Donc il y a une espèce d'inflation. Et surtout, entre 2000 et 2011, j'avais regardé, il y avait 2250 articles sur ces 5000 qui avaient changé. Donc évidemment très peu changé, c'est-à-dire qu'ils avaient été toilettés à la marge. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous interpeller. Je trouve qu'on a toujours cette fascinante capacité à refaire du neuf avec du vieux, changer un petit mot, appeler un nouveau contrat par un autre acronyme. Et à quoi ça correspond? Je pense qu'il y a à la fois au niveau politique, nos dirigeants politiques veulent absolument, dire les parlementaires aussi, associer leur nom à un dispositif nouveau. Et comme les marges de manœuvre ne sont pas considérables, ça se finit souvent en petits changements, mais du coup il faut beaucoup de petits changements pour que ça donne l'impression de nouveau. Et pour les parlementaires, c'est la même chose avec des dispositifs qui doivent porter leur nom. Mais malheureusement, c'est pas ça qui fait changer vraiment les choses. Voilà. Monsieur Maé. Si nous avions la réponse pour accélérer ces adaptations, et je pense qu'on ne serait peut-être pas là non plus, parce qu'on serait tous en train d'y travailler activement. Donc c'est difficile d'avoir une appréhension globale, parce que je pense que c'est effectivement très systémique. Hein. Et je vais prendre deux petites remarques. D'abord, j'ai été frappé à la grande conférence en juillet sur la formation, une table ronde sur la formation. Le débat a été ouvert sur DIF, SIF, alternance, comment faire progresser la formation. Et à vrai dire, on voit bien que quand on voit les conclusions, c'est un des domaines où il y a, je trouve, peu
peu de lignes directrices fixées, sinon de réfléchir sur le CIF, qui n'est quand même pas quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est une grande difficulté parce qu'il y a multiplicité, il y a un très grand nombre d'acteurs. Et à un moment donné, alors vous avez les branches professionnelles, la région veut avoir son rôle, l'État veut garder la maîtrise du dispositif, les entreprises ont fini par absorber la loi de 1971, qui est toujours celle qui nous régit en quelque sorte. Donc c'est vrai que c'est extrêmement difficile d'arriver à mettre tous les acteurs en phase et les choses s'autobloquent. C'est vrai aussi sur l'alternance. L'alternance, pour moi, vu de l'entreprise, est un formidable levier de formation pour intégrer des jeunes. Et j'y crois beaucoup, donc on travaille beaucoup à le développer. Et je vois bien que ça crée des débats là aussi, sur les financements, mais sur le rôle aussi des formations académiques, sur le rôle de l'éducation nationale, qui a du mal quelquefois à comprendre pourquoi les élèves vont aller dans le CFA, qui est de l'autre côté de la rue. Et voilà, c'est la société française qui est interpellée par toutes ces transformations, et effectivement, elles sont très longues. Et je finis par un tout petit exemple très concret. Comme je m'occupe en parallèle de mon job chez Thales, enfin c'est en lien, mais du secteur aéronautique et au travers du syndicat professionnel du GIFAS. Comme l'aéronautique, c'est un métier en France qui est assez bien intégré avec des grands donneurs d'ordre comme Airbus, EADS, Thales, Safran et quelques autres, Dassault, etc. Et puis, beaucoup de PME, partenaires, très reliés. Et donc, on a un modèle économique assez bien intégré où il y a des solidarités qu'on peut utiliser. Et donc, on s'est dit, on va utiliser ce maillage pour faire la territorialité et notamment travailler sur l'apprentissage partagé. Et donc, on s'est dit, tiens, on va recruter des alternants jeunes, enfin jeunes alternants en apprentissage, dans les grandes entreprises, que c'est plus facile pour elles de le faire, parce qu'elles ont l'habitude de le faire, et on va les faire circuler dans des PME pour multiplier les chances d'emploi, et puis aussi pour permettre aux PME d'accéder à l'alternance. Souvent, pour des raisons administratives, elles le font peu. Mais la loi ne le permettait pas. Enfin, en l'occurrence, c'est pas la loi, il fallait un décret en Conseil des ministres. C'était impossible. Voilà. C'était pas prévu par le Code du travail. Alors, on a mis à peu près un an de travail, de persuasion. Tout le monde nous disait, c'est formidable, c'est une bonne idée, il faut le faire. Mais alors, il fallait que 3 ministères soient d'accord entre eux. Bon, et puis finalement, on a quand même abouti à ça au mois de mai. Donc, d'ailleurs, je vous le signale, vous pouvez maintenant, dans vos entreprises, faire tourner vos alternants. Mais c'était difficile. Merci. D'autres Allez-y. Là, alors, parlez plus fort, comme ça tout le monde en profite. Donc, il faut arrêter. Il arrive tout de suite, à l'instant, tout de suite. Évacuation. Alors, évacuation. non, parce que s'il parle devant une salle vide, ce sera pas sympa pour Michel Sapin. Écoutez, merci beaucoup pour votre attention tout au long de cette matinée.